Radio Pirate. Radio Pirate. Making history again. OK, donc voilà pour notre ouverture sur Radio Pirate Prime et Radio Pirate Live. On fait une ouverture pour faire un genre de petit statement sympathique. D'abord, on vous salue tout le monde. J'espère que vous avez eu un bon week-end. Je vais juste revenir sur un tweet que j'ai fait ce week-end. Je pense qu'on va prendre l'ouverture pour parler de ça parce que c'est toujours le sujet de discussion en ce moment. C'est-à-dire les négociations dans le secteur public. Et je ne sais pas pourquoi il y a du monde qui essaie de ne pas comprendre des choses qui sont assez claires et faciles à comprendre. Par où on commence là-dessus? OK? On commence. D'abord, premièrement, ce n'est pas la première fois que je vous en parle. Et ce que je vous ai dit il y a 2 semaines et il y a 3 semaines sur comment je vois ça, je le pense encore à 200%. On veut tous que tout le monde améliore ses conditions. On veut que tout le monde soit capable de dealer avec l'augmentation du coût de la vie. On veut le meilleur pour tout le monde. OK? C'est un vieux pieux, mais c'est vrai. On veut que tout le monde améliore ses conditions. Puis, surtout dans ces périodes-là où il y a des challenges pour plusieurs personnes, dans plusieurs domaines, bien, on espère que cette époque où, parce que je voyais aujourd'hui qu'il y a des restaurateurs qui vont baisser les bras, là. Il y a des restaurateurs qui perdent leur business. Il y a des gens qui perdent leur business. Il y a des gens qui sont sur le bord de laisser aller la maison également parce qu'ils ne sont pas capables d'arriver avec les changements qu'il y a eu dans leur vie au niveau de leurs dépenses en raison des taux ou encore du coût de la vie qui a augmenté, etc., etc., etc. Juste vous dire que les gens qui sont en grève en ce moment dans le secteur public, j'ai fait un tweet en fin de semaine où j'ai demandé aux gens, parce qu'il y avait quelqu'un qui gagnait 105 000 $ et qui jouait à la victime. Moi, je veux pas que cette personne-là gagne 105 000 $ jusqu'à la fin de 5 jours. Je souhaite de gagner plus si elle le mérite. C'est pas la question, vous le savez. Je le dis depuis toujours, il y a des gens qui gagnent 120 000, mais qui, dans les faits, devraient gagner 150 000. Mais il y en a qui gagnent 90 000 puis qui devraient gagner 58 000. OK? Dans un système comme notre système est fait, malheureusement, le mur à mur fait qu'il y a des injustices d'un côté et il y a des injustices de l'autre également. Mais dans ce cas-ci, dans le deuxième des cas, ces injustices-là leur donnent beaucoup plus d'argent qu'ils devraient en avoir. Quel est le pourcentage de... Ça, j'ai aucune idée de ça. Je ne suis pas là. Je ne suis pas dans le day-to-day. Je sais une chose, par contre. C'est qu'en ce moment, puis, je ne sais pas trop, là, il y a des gens... Tu sais, il y a même quelqu'un... Et dans notre gang, en passant, là, je veux juste vous dire une affaire. Ce que je remarque, c'est que des gens de droite, des vrais gens de droite, qui ne sont pas des étatistes, qui ne sont pas social-démocrates, zéro en dedans d'eux, nous sommes très peu nombreux. Même dans les pirates, la minute qu'un pirate a quelqu'un proche de lui qui est touché par les idées changent, on sent un fond d'étatisme chez certains. Est-ce que c'est normal? Ben oui, c'est normal. Nous sommes tous, à un certain niveau, beaucoup plus social-démocrates que le commun des mortels, sa boule. On est plus à gauche, incluant moi, incluant tout le monde. Nous, étant de droite, on est moins de droite que quelqu'un à droite dans le reste du monde. On est pas mal moins à droite qu'un Américain qui, lui, est à droite. Parce qu'on est dans l'environnement qu'on est. Mais c'est encore pire si
vous êtes supposément de droite et que là, vous avez votre femme ou votre fille ou votre gars qui travaille dans le secteur public, hop, là, tout d'un coup, les histoires changent. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, Jen, travailleur en éducation depuis 15 ans, Jen, habituellement, c'est quelqu'un qui a nos idées. Et Jen travaille dans le secteur public. Donc, Jen, qui essaie de faire à croire que je suis contre les grévistes du secteur public, dit ce matin sur Twitter, n'en déplaise aux détracteurs des grévistes, à Jeff Fillion et quelques-uns de sa gang, ça klaxonne en masse ce matin en appui aux gens qui sont loin de tous gagner 105 000 par année. Merci aux gens de nous appuyer. Premièrement, je n'ai jamais été un détracteur des grévistes. Ce n'est pas ce que je dis du tout. Est-ce que je dis que tout le monde dans les grévistes gagne 105 000 $? Pas du tout non plus. Ce que je dis en fin de semaine, c'est que si vous gagnez, si vous êtes de ceux qui gagnent 105 000 $ ou 110 ou 112 000 $ ou 100 000 ou 95 000 $, n'allez pas sur la place publique vous plaindre de votre salaire. Vous ne pouvez pas le faire. C'est une gaffe de relations publiques. OK? Si vous voulez continuer à avoir le support du monde, vous devez travailler pour des conditions meilleures, avoir du soutien un peu plus. Mais vous ne pouvez pas embarquer sur l'histoire du salaire si vous gagnez 100 000. Ah, mais nous autres, on gagne 100 000, on paie des impôts aussi, etc., etc. Si vous gagnez 100 000, et ce n'est pas une question de « je fais un travail extraordinaire, sont allés à l'école, sont aussi... » Moi, là, alentour de moi, j'ai des gens que je connais qui gagnent 60 000 $ par année. J'en connais plein. En fait, c'est la majorité des gens. 50 000, 55 000, 60, 65 000. Dans mon livre à moi, tous les gens que je vous montre là, si je suis juste, il y a beaucoup de monde à 100 000 dans ma tête là-dedans. Et savez-vous quoi? On ne peut pas donner à 100 000. On ne peut pas donner 100 000 à tout le monde. T'sais, moi, là, j'ai 2 employés ici, là, avec qui je travaille à tous les jours. Pour moi, ils valent 200 000 par année. Est-ce que je suis capable de les payer 200 000 par année? Bien, si je les paie 200 000 par année, je suis obligé de biller plus mes gens qui achètent de la pub et je suis probablement obligé de doubler l'abonnement de Radio Pirate. Ben, c'est sûr. Donc, en faisant ça, j'ai des risques qu'un acheteur de pub qui achète de la pub depuis 3-4 ans me dise « Ouais, là, j'ai pris une décision, t'es rendu trop dispendieux, cette année, je ne renouvellerai pas mon contrat. » Ouais, mais là, le gros Jerry, lui, il est bien fin puis il est bien le fun. Faut le payer. Faut lui donner 200 000 à Jerry. Oui. Ben, le gars de pub, il va dire, ouais, je sais qu'il est bien le fun, là, mais moi, de mon bord, je peux pas payer ça. Comment dire? Moi, je peux pas payer. Mettons, ça me coûtait 15 000, puis là, même ma pub est rendue à 30 000. Mais dis-moi, en haut de 15 000, je peux pas. Là. Moi, je peux pas. Je vous aime, j'aime Jerry, voilà. Je t'aime Jeff, mais je suis juste pas capable parce que moi, il faut que je passe la facture à quelqu'un. Là. Oui, de son bord, lui, il faut qu'il repasse à quelqu'un aussi. Exact. Donc, c'est pas une question de ça, là. C'est une question de est-ce qu'on est capable de payer tout le... Tu sais, j'ai vu, là, il y a eu un ajustement des infirmières. Ils veulent 20 % sur 4 ans. Oui, il paraît qu'ils auraient baissé leur demande. Ils ont baissé. Ils sont passés de 24 à 20 %. C'est 5 % par année. De très bons salaires. Est-ce qu'une bonne infirmière, elles ne sont pas toutes bonnes, mais est-ce qu'une bonne infirmière vaut 250 000 par année? Why not? Si un joueur de baseball vaut 700 millions pour 10 ans, une très bonne infirmière vaut 250 000 par année. Mais je fais comment pour payer l'infirmière 250 000 par année quand il y a des milliers d'infirmières qui valent aussi probablement 250 000 par année? Je monte le litre d'essence à 3 piastres le litre. Je monte la bouteille de vin à 12 piastres à 27 piastres. Je monte les impôts de 15 %. Je monte les taxes de vente de 3 %. C'est quoi qu'on fait, là?
j'ai de la misère à comprendre comment ça se fait que les Québécois n'ont aucune base économique de où vient l'argent. C'est pas. Et le point du week-end que j'ai eu que j'ai dû expliquer en détail sur X, c'est que c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise campagne de relations publiques de s'en aller broyer si vous gagnez 105 000. Est-ce que ça veut dire que tout le monde gagne 105 000? Non, Chris. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que ceux qui gagnent 105 000, j'ai pris un exemple. Il y a quelqu'un qui a adressé un message sur X, puis il dit « Moi, je fais 105 000 par année, puis c'est une injustice. » Est-ce que cette personne-là vaut 125? Je ne le sais pas. Je n'ai pas analysé son travail. Il est possible qu'elle ait 125 ou même 150 000. Il est possible qu'elle ait 75 aussi. Je n'ai pas les outils pour le savoir. On n'est pas en train de... Je ne suis pas en train de faire une analyse de ça. Je suis en train de vous dire que si le salaire moyen dans une société est de 52 000 $, tu ne peux pas t'en aller sur la scène publique, te plaindre de ton salaire alors que le salaire que tu as est payé par des gens qui gagnent 52 000 par année et que ces gens-là n'ont pas de sécurité d'emploi et n'ont pas de fonds de pension. Le gars, tu parles, là, lui, il interpellait la ministre Lebel, puis le gars, il est infirmier clinicien. Le gars du 105 000. OK. Ben, il est sans doute très bon. Est-ce qu'il mérite plus? Il pense à ses yeux qu'il mérite plus et c'est très correct qu'il le pense. Mais moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Moi, je trouve que c'est zéro une bonne idée. Parlez-moi de ceux qui ont une formation semblable puis qui gagnent avec des conditions tough, qui gagnent 50 000 puis 45 000 puis toutes les affaires. Les gens vont suivre. Mais ce que je sens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du monde qui vous appuie. Écoute, on a 1 million de fonctionnaires au Québec sur 4 millions de travailleurs. Donc là, vous ne commencerez pas à calculer, savoir si les gens sont contents ou pas contents vers vous autres par des coups de klaxon. C'est sûr que vous allez avoir des coups de klaxon. Une personne sur 4 au Québec travaille pour le gouvernement, la ville, le fédéral, le provincial, Hydro-Québec, des patentes de même, un hôpital. Voyons, c'est sûr, là, vous êtes tous dans la même galère. Au nombre, vous allez avoir des coups de klaxon, là. Mais moi, je parle de ceux qui ne sont pas dans la galère du public, là. Parce qu'on s'entend que les pays qui ont essayé d'avoir que des employés de l'État puis pas ben d'économie en dehors de l'État, ça n'a pas fonctionné fort. Le Venezuela, ça n'a pas fonctionné fort. L'Argentine, ça n'a pas fonctionné fort. Cuba, ça ne fonctionne pas fort. Si vous voulez avoir une bonne fonction publique, ça nous prend une bonne économie. Ça nous prend des gens dans le secteur privé qui se surpassent. Ça nous prend plus de création, plus de productivité, une main-d'œuvre spécialisée. Ça nous prend un paquet de choses dans lesquelles le Québec, en ce moment, n'est pas super bon. Et une fois que le Québec est plus riche, une fois qu'on brasse en PIB, au lieu de brasser, je vous donne un exemple, au lieu de brasser, je pense qu'on brasse à peu près, on doit brasser au Québec à peu près 350 milliards par année. Si demain matin, on est plus créatif, si on a plus d'idées, si on a des brevets, si on part des choses, puis qu'on devient non pas seulement des utilisateurs, mais on est des créateurs de richesse, et qu'on passe de 350 milliards de PIB, donc de chiffre d'affaires au complet pour la province, et qu'on monte à 600 milliards, le gouvernement, même en taxant moins et en imposant moins, va avoir des recettes à pu finir. À ce moment-là, beaucoup de monde vont gagner, même dans le privé. Le salaire moyen ne sera plus à 52 000. Le salaire moyen, c'est que si il arrive ce que je vous dis là, le salaire moyen va être à 75 000. Et là, après ça, vu qu'on brasse de l'argent et que le gouvernement en a plein les mains, s'il veut s'assurer que ses employés sont de bonne humeur et qu'ils ne s'en vont pas pour le privé, il va les payer au prix du marché. Il va leur donner ce qu'ils veulent. Mais c'est pas de même que ça marche. On est une place pauvre. On est une place qui n'a pas de productivité. On est une place qui ne crée plus rien. On est des passagers dans l'autobus. On ne bâtit plus l'autobus, puis on ne drive pas l'autobus. On est une société de fat cat. OK? C'est ce qu'on est devenu. On est lâche.
Donc, le seul moyen d'essayer que ça bouge un peu, c'est de taxer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est d'appauvrir de plus en plus le monde ordinaire pour donner de l'argent à quelques privilégiés. Je vous le dis, là, ce système-là, peut-être qu'il vous plaît parce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui a réussi à en avoir un peu plus parce que, justement, il est dans ce modèle-là. Mais en bout de ligne, ben, il arrive ce qui arrive là. Il arrive ce qui arrive là, c'est-à-dire des places où une place qui est assez pauvre, mais une place où les prix sont hors contrôle, où l'inflation est en train de manger à place. Comme dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. On a les mêmes mots, qui viennent de la même place. Moi, je n'ai pas de problème à donner 250 000 à la personne qui vaut 105 000. Mais est-ce que vous voulez voir la fin de ça? Est-ce que vous voulez arriver au bout du livre quand on va faire ça? Est-ce que vous voulez voir c'est quoi la fin? Moi, j'ai le feeling que beaucoup de monde ne veut pas voir la fin. Ils veulent juste vivre le moment présent. C'est le même qu'on vit aujourd'hui? Ben, excusez-moi, là. Si c'est d'être irresponsable que de dire que dans la société, si vous travaillez pour le public puis que vous avez un salaire de 105 000 ou de 112 000 par année, puis que vous devez vous garder une gêne quand vous négociez parce que les gens qui paient la facture en gagnent en moyenne 52, si c'est d'être méchant de dire ça, ben je suis méchant puis so be it, OK? On n'est juste pas capable de suivre la patente, là. On n'est juste pas capable d'aller plus loin qu'on va là. Parce que si on fait ce que vous demandez, on s'en va vers une inflation récurrente qui ne finira plus de finir. Et ça, entre vous et moi, là, c'est le chemin de la mort. On n'est pas en train de trouver des solutions pour rendre notre place meilleure, plus abordable, plus juste, etc. On est en train de créer on est en train de faire l'inverse de ce qu'on m'a appris du Québec. On est en train de créer deux sortes de citoyens. Celui qui est tondu à longueur de journée et celui qui est dans la machine, qui est exactement comme l'URSS faisait finalement. Est-ce que c'est vers ça que vous voulez vous en aller? C'est la deuxième fois que je suis interpellé de cette manière-là. Pendant la COVID, ça a été la même chose. Pendant la COVID, on a demandé des sacrifices aux entrepreneurs, on a demandé des sacrifices aux employés dans le secteur privé, on a fermé des pans de l'économie, on a fermé des usines, on a fermé un paquet d'affaires. La seule chose qu'on n'a pas fermée et qui n'a eu aucune coupe de salaire, c'est la machine. Et là, on récidive 3 ans plus tard, alors qu'on vient d'avoir 3 ans difficiles, suivi par une inflation parce que les caves comme moi et d'autres qui étaient à nos micros ont dit et ont averti tout le monde qu'on allait s'en aller vers une crise inflationniste immense avec tout l'argent qu'on est en train d'imprimer. Ben, ce qu'on vit là, c'est pas plus bright, là. On ne peut pas avoir deux catégories de citoyens. Non, c'est ça. Des gens qui se font plumer et qui gagnent des miettes dans une société qui coûte trop cher et des gens qui pensent qu'eux sont les meilleurs de la... Eux autres, là, ils méritent... Ben, excusez-moi, là, mais tout le monde mérite 20% sur 4 ans. Pas juste le prof, pas juste l'infirmière, un paquet de monde. Est-ce que beaucoup de gens vont avoir 20% sur 4 ans? 0. Non. Ça n'arrivera pas, là. Pourquoi? Ben parce qu'il y a quelqu'un qui doit ramasser la facture. Au gouvernement, la facture c'est comme de l'air. Oui, mais il y a quelqu'un quelque part qui ramasse ça, là. Elle est là l'histoire. Elle est là l'histoire quand tu as commencé, tu parlais de compréhension en quelque part. T'sais, moi, mon fiston, OK, c'est un prof. C'est un prof, mais son père, c'est un restaurateur. Donc, il y a comme une compréhension, OK? Puis, je vais souffler dans ma flûte. Il y a une compréhension, il y a un côté terre à terre du... Si le même jeune qui est prof, puis son père, il était prof ou fonctionnaire, tu n'as pas cette compréhension-là. Je vais prendre un autre exemple. La meilleure amie de ma femme, sa meilleure amie là, de toujours, ils se connaissent depuis qu'ils ont l'âge de 5 ans. Ils sont allés en maternelle ensemble. Elle est infirmière. Moi, je l'ai toujours adorée, cette fille-là. Tout le temps. J'aimais ça jaser avec elle, puis encore aujourd'hui.
C'est une personne très terre-à-terre. Elle était dans le système toute sa vie, là. Une infirmière dans le système toute sa vie. Mais quand tu jases avec elle, il y a un côté terre-à-terre. Puis à un moment donné, j'ai compris la patente. Parce que son père, c'était un ferblantier. Son père, il avait une compagnie de métal. Il était pour les pièces à construction. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu es connecté sur la base, le commerce, la manière que ça fonctionne, d'où vient l'argent en réalité? Moi, je dis que c'est plus facile, c'est plus compréhensible que quelqu'un qui a des parents, mettons, qui sont dans la machine, puis eux autres, eux-mêmes, sont dans la machine. On dirait que l'argent vient, plus, comme tu viens de le dire, on dirait que l'argent vient de l'air. Non. L'argent vient d'une entreprise de ferblanterie, là. Il y a des gens qui travaillent dans une shop à plier du métal, puis s'ils n'ont pas de clients, ils crevent. Ou ton père, il a un restaurant, mais s'il n'y a pas de clients, il creve. Puis s'il creve ton père, ben toi, tu creves aussi. C'est ça. Tu sais, actuellement, le gouvernement du Québec ne boucle pas son budget. On est en train d'augmenter l'endettement et il y a des milliards par année qui vont à rembourser l'argent, les intérêts sur la dette. On n'est pas capable de boucler le budget kiff-kiff. On dépense plus qu'en rentre. Là, parce que le gouvernement s'est voté une augmentation de 30 % pour les salaires des députés. C'est gros, c'est cave. Mais en même temps, c'est des miettes. Ah, c'est des miettes. Parce que, au nombre qui sont, fois 30 000 $, c'est beaucoup d'argent pour plusieurs, mais en même temps, quand tu mets ça dans toute la patente, c'est des miettes. Est-ce que ça a été brillant de le faire? Ben non. Est-ce que ça a été cave? Ben oui, c'était cave. Est-ce qu'ils se sont mis, avant les négociations, est-ce qu'ils se sont mis le pied dans la bouche avant? Ben oui, ils se sont mis le pied dans la bouche. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'eux autres sont caves, il faut tout être cave. Ce que vous demandez, c'est 12 milliards de plus à mettre sur le budget du gouvernement du Québec. C'est récurrent en passant. Donc, une fois qu'on sera rendu au bout de la patente, là, une fois qu'on sera rendu au bout de l'amélioration salariale, une fois qu'on sera au bout, c'est 12 milliards de plus. C'est quoi, c'est 4 ans, 5 ans? C'est ça, mais mets 5 ans. Dans 5 ans, ça repart, là. Ben, ça repart, puis il va demander une autre augmentation. Donc là, le 12 milliards va devenir une récurrence. Les amis, on peut le faire. Mais plaignez-vous plus pour rien, là. Tu sais, Jen, là, sur X, là, ça chiale, ça, là. Ça chiale COVID, ça chiale... Là, tout d'un coup, il y a un nouveau côté. On reprend nos... là, c'est plus pareil. Ben, Jen, là, on peut y aller, est-ce que tu veux aller, là? On peut aller là. Mais mon feeling, là, c'est que si on va là, on joue une game dangereuse en jouant le vert. Très, très, très dangereuse. Mais si vous voulez aller là, j'ai pas de problème. Mais je vous le dis une affaire. Si on s'en va là, beaucoup de monde, là, vous devez fuir pour vrai. Là. On le dit en joke souvent, là, mais là, vous devez fuir pour vrai. Parce que s'il y a une place qui n'a pas le moyen de payer beaucoup de monde au public, 105, 110, 112, est-ce qu'on veut? Ben oui, on veut. J'aimerais ça vous donner 200 000 à tout le monde. Mais c'est pas là le point. Le point, c'est que tu es dans une économie de pauvres où les gens gagnent en moyenne 52 000. Ça veut dire quoi, ça, 52 000? Ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent 32 000, puis il y a des gens comme certains dans la fonction publique, pas tout le monde, gagnent 100 000. Et quand on fait la moyenne de ça, c'est 52 000. C'est une place de pauvres. On doit être conscient de où on est. On ne peut pas avoir deux catégories. Mais le point du week-end, c'était pas ce point-là. Moi, je continue de croire qu'un bon prof, s'il mérite 150 000 par année, donne-lui 150 000 par année. Mais c'est pas vrai que tout le monde mérite 100 000. Il y en a plein là-dedans qui ne méritent pas 60. Là. Il y en a plein des pas bons. Là. Parler avec des parents qui font affaire avec des profs bien ordinaires. Pas juste des parents fous, des élèves qui ont des problèmes. Il y a aussi des parents, des profs très ordinaires. Est-ce qu'ils sont trop payés? Il y en a. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas assez payés? Il y en a plein. Mais pour moi, c'est une décision d'école. Pour moi, la responsabilité de ça ne devrait pas venir du gouvernement et encore moins d'une négociation avec un grand syndicat. Ça devrait se faire dans une école
avec une direction locale, puis des employés qui rencontrent les dirigeants de l'école, puis qui font une négociation face à face. Pour moi, c'est ça le monde idéal. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui pourraient, des super professeurs, est-ce qu'il y en a qui pourraient même finir à 200 000? Sans doute. Parce que, mais pour arriver à 200, c'est sûr que quelque part, il y a des endroits où tu dois couper pour être capable de payer la personne, parce que le budget est à peu près le même. Là. Comment on fait pour avoir la superstar? Bien, c'est sûr qu'il faut que tu paies le juste prix de ceux qui ne sont pas des stars pantoute. Mais et là, en ce moment, c'est pas ça qu'on fait. Là. Mais si tu fais un sondage, pas un sondage, tu fais un vote, en fin de compte. Un vote. Comme une élection. Tu fais un vote caché, tu fais voter tous les profs. Est-ce que tu dis oui au nouveau système ou non au nouveau système? C'est le système qui est là, il reste de même. Ou le nouveau système, il peut avoir des profs payés 140, 150 000, puis il peut avoir des profs payés 60 000. On paye les bons profs, les moins bons profs. Ça, c'est à la discrétion des écoles. Ils votent quoi, les profs? Ils vont voter pour le système actuel. Alors, ils vont voter à 90 %. Yes. Et dans le 10 % ils vont avoir qui? Les meilleurs. Ben, c'est ça. Mais le but, je veux juste le rappeler, là, pour finir là-dessus. Là. Le but, c'est que il y en a qui ont échappé le cours de relations publiques 101. Là. Tu t'en vas pas sa place publique te plaindre d'un salaire qui est 2 fois celui de la classe moyenne. Voilà. Qui paie la facture. C'est juste ça que je dis. Si on ne s'entend pas là-dessus, on n'est pas des ennemis, mais on ne pourra jamais s'entendre sur rien. OK? Parce que c'est très, très, très basique à comprendre. Mon nom est Jeff Fillion. Je vous souhaite un bon Radio Pirate Prime et Radio Pirate Live de ce lundi. On revient. Hein? Radiopirate.com. Et la vie est un combat. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Jerry's News Desk. Especial. Spécial. Voici les news de Jerry. Avec Jerry. Toutes sortes de news. Toutes sortes de news, Jeff. Hein? Il y a toutes sortes de news. Il y a des news du dôme. Il y a des news en dehors du dôme. Mais c'est ça. C'est mes news. C'est mes news. Juste pour revenir une seconde, parce que moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Les gens qui s'amusent à à faire du spectaculaire. On l'a parlé, Jeff, en début de notre show, en début de show. On a parlé du japonais là, qui a signé à 70 millions par année. Là. Oui, sur Prime, on a jasé de beaucoup de sport. C'est 5 833 000 $ par mois. Par mois? C'est 1,3 million par semaine. C'est 191 700 $ par jour. C'est 7 900 $ de l'heure. C'est 133 $ la minute. Puis c'est 2,22 la seconde. Pardon de même. Donc, à chaque seconde, il fait 2,22 $. À chaque seconde, il fait 2,22 $ pour les 10 prochaines années. OK, on part. Go! C'est quand même... Moi, j'aime ça, ces histoires-là. C'est drôle au bout, là, tu sais. Quand tu vois ça de même, là, c'est Alex Jones qui revient sur X. Oui. Il est revenu, je suis allé voir. Il est revenu, Alex Jones. Il était parti depuis 2018, je pense. Capoté, hein, quand on y pense. Mais c'est sûr que c'est ça, ça amène du monde, là. Écoute bien, là. OK, Alex Jones, pour moi, c'est un bizarre. Là. C'est surtout l'histoire de Sandy Hook, là, l'école, Ouais. ça, c'est... Regarde, Sandy Hook, là, lui, il disait que, tu sais, dans le fond, il disait que c'était un hoax, tout ça. Là. Oh oui. Tu sais, moi, je pense que Alex Jones a été pogné un peu dans son personnage. C'est ça, il a poussé la machine trop. Là. Ouais, Dans le sens qu'il voulait faire du spectaculaire, trop spectaculaire. Ouais, il s'est fourré dans son histoire. En tout cas, mon feeling, c'est qu'il s'est fourré dans son histoire. Moi, à partir de là, ça a été quelqu'un que
que j'ai éliminé de mes affaires sans me poser de questions. Il a comme disparu de mes... Mais c'est aux gens de... Tu sais, je veux dire, c'est pas à personne... Est-ce que là, il est en prison? Non. Il y a eu une poursuite au civil. Voilà. Puis, il a été accusé, puis il va devoir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a payé. J'imagine qu'il s'est arrangé pour pas trop payer ce qu'il devait payer. Mais même s'il était en prison en passant, tout le monde a le droit de s'exprimer. Là. Il n'y a pas de tribunal nulle part sur la terre qui me dit et qui doit exister sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Ah ben là, lui, on le... Non. C'est nous qui vont décider. T'sais, moi, je ne le suivrai pas. Il y a des gens qui vont le suivre. Ouais, mais s'il y a des gens qui le suivent, ils vont peut-être les amener à des places dark. Mais ils les amèneront à des places dark. Le monde n'a pas besoin d'avoir un politicos ou un genre de comité quelque part pour savoir qui est bon et qui est mauvais. Là. Moi, c'est ce que j'aime de Elon Musk. Elon Musk a confiance en la liberté d'expression, puis il a confiance en nous. Puis lui, il dit, regarde, ces gens-là ne devraient pas être bannis. S'ils veulent de retour, ils sont là. Vous les acceptez, les acceptez pas. J'ai vu un sondage hier qui a été fait par Elon Musk. Je pense qu'il y a eu 1 600 000 votes. C'était 70 % pour et 30 % contre. 70 % de ces gens-là qui ont voté vont sans doute aller suivre Alex Jones. Puis les 30 % qui n'aiment pas, ben suivez-le pas. C'est tout. Je veux dire, c'est pas... c'est donc bien dur à comprendre, ça. Pourquoi? C'est quoi le but de ceux qui... De ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va à l'inverse de quelqu'un d'autre, la personne qui n'aime pas cette personne-là, qui est à l'inverse de elle, veut que cette personne-là soit éliminée parce qu'elle ne pense pas comme elle, ou elle ne voit pas la vie comme elle, ou qu'elle, elle trouve cette personne-là trop saucée. Ah oui, mais marche pas ça, parce que ultimement, peut-être que la prochaine personne, c'est toi qui se fait éliminer. Là. C'est ça. On élimine personne. Voyons, comment? Est-ce que tu connais, Jeff, Madeleine... Madeleine côté pilote. Ou tu peux le dire dans l'autre sens, Madeleine pilote côté. OK, elle a les deux bords. OK, elle est ambidex. Non, mais quand tu as deux noms, tu peux le dire des deux bords. Je sais pas. Non? OK. Non. Pas sûr. Non, pas sûr. OK, ça marche. Ouais, ça doit, ça change pas grand-chose. Mais... Dans le sens que, oui. Tu sais, tu peux-tu dire pizza Jerry? Pizza Jerry, oui. Ben, pizza Jerry. Oui, pizza Jerry. Moi, j'aime mieux Jerry Pizza. Okay, moi aussi. Ça marche. Moi aussi. Ça marche. Mais je la connais pas. Non, si tu me poses des questions, je la connais pas. Elle, c'est la communiste du Journal de Montréal. Là. Il y en a plusieurs. Ah non, je comprends. Mais elle, c'est elle qui a dit qu'elle veut... Il n'y en a rien qu'une? Non, elle veut pas payer elle veut payer moins d'impôts. C'est communiste ou elle est de droite? Non, mais attends, non. C'est toujours la même chose. Quand ça te touche. Quand ça te touche. Non, mais OK, c'est ça l'affaire. C'est tout à fait extraordinaire. Elle n'a pas de médecin de famille. Au Québec, ça, c'est un problème majeur. Là. On dit l'histoire de médecins de famille. En fait, quand je me suis mis sur une liste, moi, de médecins de famille, là, c'est pas moi c'est ma blonde qui m'a embarqué. Là. Il y a un genre de système, là, une place. Là. Tu as une liste, là, tu mets ton nom là, puis t'attends. Puis 4 ans après, ils vont dire « Ah, t'es un médecin de famille. » En fin de compte, ça prend un rendez-vous. T'appelles ton médecin de famille, ça prend 3 mois pareil. Là. Mais je veux dire, quand même, tu as un genre de système bizarre qu'on a ici. Mais elle trouve ça... Elle a dit qu'elle n'a pas de médecin de famille. Puis elle est tannée. Puis elle dit que tous les contribuables au Québec devraient avoir le même service. T'sais, il y en a qui ont des médecins de famille, il y en a qui n'en ont pas. Ouais. Elle est frustrée de ça. Mais là, elle a sorti une bonne. J'aime beaucoup ça. Puis elle n'est pas pire son idée, pareil. Elle a dit ceux qui n'ont pas de médecin de famille devraient payer moins d'impôts. Hein? J'aime ça. Ça n'a pas de bon sens. Réflexion de droite. Oui, pour une communiste, quand même drôle. Oui, mais j'adore ça. J'adore ça. Quand ça touche, c'est drôle, hein? Tu as des espèces de comment on dit ça? Des genres d'étincelles dans ton cerveau. Bing, bing, bing. Bing, 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 bing. OK. Ouais, mais moi, je paye beaucoup d'impôts. Ben exactement. Et j'ai pas de service. Exactement comme la négociation du secteur public. Beaucoup de pirates de droite, supposément, deviennent très étatistes. C'est ça. Exactement. Moi, je vais vous dire une affaire. Moi, je suis pareil tout le temps, tous les jours. C'est plate, là? Mais je suis pareil à tous les jours. Je suis pas capable de dévier. Je suis pas une rivière qui se promène d'un bord et de l'autre. Moi, j'étais une autoroute bien droite.
C'est notre plus gros problème. Quand ça nous touche, Voilà. nos valeurs et tout prend le bord. C'est ça qu'il faut corriger. Ça, c'est le côté hyper sensible et émotif des Québécois. C'est ça qui nous amène dans le trouble. C'est ça qui nous amène dans le mur. Donc, payer moins. Si tu n'as pas de médecin de famille, tu payes moins d'impôts. Moi, depuis toujours, j'ai dit, laisse-moi mon cash, je vais m'assurer moi-même. Exact. Ben, ça pourrait être la même chose. C'est la même affaire. Là. Laisse-moi mon cash dans mes poches. Moi, je vais faire affaire avec une compagnie privée pour m'assurer. Ah non. Il faut payer pour tout le monde. Ben, Madeleine, faut que tu payes pour tout le monde, toi aussi. Yes, c'est ton système, en dur. Voilà. L'autre, à Montréal. Elle est-tu pour ça des profs qui vont gagner 125 000 par année? C'est pour ça, elle. Oui, pour ça, c'est sûr. OK, parfait. Comment on va faire les payer si elle décide de ne plus payer ses impôts parce qu'elle bougonne sur une patente? Non, c'est ça. Ça prend de l'argent. OK, tu rassures, hein? C'est ça. C'est Pas facile de vivre en société, hein? Non, c'est pas facile. Tu sais, Jeff, quand tu vas en Europe, souvent, la première fois que tu mets les pieds en Europe, tu te promènes un peu, il y a quelque chose qui te marque, c'est des fois, tu rentres dans des commerces, puis ils mettent la date du commerce, tu sais, quand le commerce a commencé. Tu sais, des fois, tu vois des commerces, ça fait 50 ans, 75 ans, 100 ans, 150 ans. Tu te dis, tu arrives dans le commerce, il y a un gars qui vend de la crème glacée là, à Malaga, je pense que ça fait 168 ans qu'il vend de la crème glacée. Là. Du genre de gelato, pas tant de choses. Et tu te dis, c'est ouvert depuis 168 ans. Et quand tu y penses, capoté quand tu penses à ça. Là. Mais des commerces comme ça, il y en a dans plusieurs places dans le monde, plusieurs villes dans le monde, mais peut-être pas aussi anciennes. Mais à Montréal, il y a le cordonnier qui était ouvert depuis 1939 sur le boulevard Henri Bourassa. On l'a vu la semaine passée, le gars il a dit « La piste cyclable, ça va me faire crever. » Puis je ferme ma cordonnerie. C'est un petit commerce de quartier, mais le gars il est cordonnier. C'est ouvert depuis 1939. Oh, c'est pas grave, le cordonnier, Christ Tonquin. Okay, non, ben là, il y en a un deuxième. Lui, il n'est pas cordonnier. Lui, il est à la boucherie. Lui, il était à 2 pas du cordonnier. Il dit, ouais. Il dit, c'est Salaison Saint-André. Salaison Saint-André, là, c'est une boucherie qui est ouverte depuis 60 ans. Un peu plus que 60 ans, je pense. Ça fait 60 ans qu'ils sont en affaires. Une boucherie de quartier. Hein, c'est goodbye, lui dit, moi aussi, je vais fermer les portes. Une piste cyclable. La piste cyclable, là, elle va faire mourir tout le monde. Quand tu penses à ça, c'est incroyable, pareil. C'est incroyable. Moi, je suis maire de la ville de Montréal. Mais le cordonnier ferme, la boucherie ferme, il n'y a pas de piste cyclable. Il y a zéro piste. Les bikes, ils les posent ailleurs. Ça, c'est sûr. Parce que après ça, c'est l'autre qui va fermer, Fait que les gens qui font du vélo vont faire du vélo devant des commerces placardés. C'est ça qui va se passer. Là. Puis, by the way, c'est pas intéressant d'aller à une place où c'est placardé, même faire du vélo. Ouais, c'est ça. Ça va dans une ghost town. Ghost town. On a-tu vu que les pistes de vélo à Montréal étaient déneigées à Valéru? Pas mal. Oui, c'est ça. On appelle les trottoirs sûrs. Le gars de la... je pige dans mes affaires de nouvelles. Là. Des nouvelles qui ont sorti de même. Regarde, j'ai pas les détails, mais je suis sûr que c'est spectaculaire. Comment que le gars y a fait, comment que ça marche sur le terrain, je l'ignore. Mais quand même, le gars qui la chainsaw, là, en Argentine, Milei. Milei? Il y avait 21 ministères là-bas en Argentine. Okay. Gouvernement. Il y avait 21 ministères. Ils sont rendus à 9. OK, il a sorti ça. Oh, et lui, il a gardé sécurité publique, la défense, la justice, les infrastructures. C'est drôle de voir les gens de droite, supposément, défendre ce gars-là, mais la minute qu'il y a une négociation du secteur public, braille que le gouvernement doit leur en donner plus, et là, que toutes leurs idées prennent le bord parce que là, c'est leur paye. Mais imaginez-vous s'il arrive quelqu'un qui... Parce que quand il lit, il l'aime, lui, là. Ah, il est bon. Ouais, mais j'ai de la misère à te saisir, là. Tu t'aimes ce gars-là, mais quand t'es rendu à négocier avec le gouvernement, t'es rendu dans l'autre gang. Si ce gars-là arrive, ça se peut que tu sois coupé, là. Oui. Ça se peut que ce soit même pas une histoire, tu vas-tu gagner 4 de plus ou 3,5 ou 2,5 Ça se peut que ce soit zéro, là. Ça se peut que tu te ramasses avec plus de job, là.
Donc, on va finir le mois, puis ça va se terminer là. Jamais ce gars-là, OK? Puis je vous dis une affaire, là. Le 3/4 des Québécois qui approuvent l'Argentin avec la chainsaw braillent comme des minettes dans la rue si ce gars-là arrive au Québec. Là. Ben, c'est ça. Voilà. Oh, oui. L'austérité! Je parle pas de gens de gauche, là. Je parle des gens dans notre gang, là, des gens qui l'appuient. Là. Si ce gars-là arrive ici, les gens de droite voudraient le crucifier en dedans de 3 semaines. Parce que quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va mettre quelqu'un dehors dans ta famille. Oui. Ta femme, ton gars, ton Voilà. frère. Hop, la minute qui arrive ça, on est moins à droite, là, on est moins conservateur. Ouais, mais là, il va fort un peu. Ben, tu l'aimais quand il était en Argentine. Mhm. Pourquoi tu ne l'aimes pas ici? C'est ça. Il est très fragile. Lui, il a coupé le ministère de la Culture. Ah, c'est pas grave, mais il a coupé le ministère de l'Éducation aussi. Ah, ben là, c'est grave parce que mon fils, moi, il est prof. Ouais. Ils peuvent couper dans la culture, c'est pas grave, ça ne me touche pas. Lui, Ouais, il devrait couper juste des choses qui ne me touchent pas. Oui, c'est ça l'histoire. Jamais ça arrivera chez nous. Jamais ça arrivera chez nous. Jamais, jamais. Un Milei chez nous? Non, ça c'est Non. sûr. On est-tu à ce point incapable de voir les affaires globalement? On n'est pas capable. C'est parce qu'on est grugé par en dedans par le socialisme. Et même les gens, la majorité des gens de droite, ils ne sont pas de droite zéro. Là. Ils sont au mieux de centre, mais ils sont zéro de droite. Et il y en a, la grande... Prenons les gens qui ont voté ou qui sont près du Parti conservateur du Québec. Tu n'as pas besoin de gratter ben pour voir que finalement, des conservateurs, des vrais de vrais, n'a pas ben là-dedans. Je vais toujours me rappeler la phrase de quelqu'un qui était impliqué, il m'avait dit « Jeff, on est beaucoup moins nombreux que tu penses. » Ouais. Lui, il disait qu'on était une couple de milliers à travers le Québec. Comment? Il disait quelques milliers, max. Le reste, on est tous mangés par le socialisme d'une certaine manière. Ouais, C'est juste le degré qui change. Mais tu as raison. S'il arrive un gars de même chez nous, tu prends quelqu'un de droite et tu dis « Hey, wow, c'est comme les nerfs, lui, là. Il aurait dû couper telle place. Pourquoi il aurait dû couper là? Ben, ma femme travaille à l'hôpital puis elle coupe. Il aurait dû couper ailleurs. Il aurait dû couper d'un dirigeant en haut, là, d'un fond, là, mais pas toucher à ma femme. C'est le même. Puis sais-tu quoi? L'Argentine va le vivre en passant. L'Argentine, même ceux qui ont voté pour, là, quand ils vont voir que ça va c'est finir réel, que c'est eux qui ça. sont touchés, ben oui, Ben, c'est ça, quand c'est réel. Là. quand c'est réel. J'ai le goût de m'amuser avec vous autres un petit peu. J'ai le goût, Jeff, je vais donner quelque chose. C'est une news, parce que c'est pas réellement une news. C'est quelque chose que j'ai vu passer sur le web puis j'ai trouvé le fun. J'ai trouvé ça amusant. En 1990, à peu près au même temps que présentement. Là. 1990, ça fait combien de temps, ça? 90, 2000, 2010, ben, ça fait 33 ans. On s'en va sur le 34 ans. Incroyable. Il y a un film qui est sorti au cinéma. C'est un film pour le temps de Noël. Tu sais, avant Noël, il y a toujours des films de Noël. Il y a un film qui est sorti qui s'appelait Home Alone. Oh, oui. Tout le monde se souvient de ça. 1990, Home Alone. Le petit gars qui est laissé tout seul. Là. Il s'appelait Kevin, le petit gars. Tu sais, le petit blond, là. Macaulay Culkin, là. Le petit blond laissé tout seul chez eux. Quand la mère s'aperçoit, il était dans l'avion. Elle dit le petit, il est où? Le petit, ils l'ont oublié à la maison. Bon. C'est avec Michael Jackson. Il n'y avait pas un caméo de Trump dans le film, je pense que Oui, il y avait un caméo. Oui, je pense que oui. Dans le magasin. Oui, dans le Ouais, magasin. puis à un moment donné, ils l'ont passé à la TV, ce film-là, puis ils ont édité le bout de Trump. Arrête! Je te jure. C'est vrai. Ils sont tannants. Donc, mais dans le film Home Alone de 1990, le petit gars de 9 ans, lui, il est tout seul chez eux, là. Il fait toutes sortes d'affaires. Mais là, à un moment donné, il dit ouais, il s'en prend de la bouffe. Oui. Et le petit bonhomme, il s'en va au supermarché. Si vous. Sur YouTube,
le bout du film où ce qui va au supermarché, il est là. Tu mets Home Alone Supermarket, là, tu le trouves tout de suite là, sur YouTube. Mais le petit bonhomme de 9 ans, c'est là que je m'en vais. Là. C'est là que je vais m'amuser avec vous autres. Le petit bonhomme, dans le film, il fait des achats. Il est au supermarché. Il achète un demi-gallon de lait. OK? Un demi-gallon de lait. Aujourd'hui, le demi-gallon de lait, ça vaut 1,71 $. Je le mets en prix d'aujourd'hui. Là. Il achète un demi-gallon de jus d'orange. 3,99 $. Il achète un grand pain. Parce que le petit bonhomme, il n'y a plus de bouffe à la maison. Il va faire son marché tout seul. C'est drôle, c'est quand il arrive à la caisse, la madame, elle le regarde, elle dit il est bizarre, le petit bonhomme, il est tout seul, il n'a pas son père ni sa mère, il vient faire le marché. Il achète un gros pain à 2,19 $. Il achète un gros TV dinner, tu sais, le TV dinner du travailleur, là. 4,49 $. Il achète un mac and cheese congelé, 1,49 $. Il achète une grosse cruche de Tide. Tu sais, la plus grosse cruche de Tide, le savon pour faire la lessive, 12,99 $. Il achète, en réalité, il achète plein d'items. Il achète des tours de bébelle. Et en dollars d'aujourd'hui, ce qu'il a acheté, ça représente, en dollars d'aujourd'hui, 55 $. Il a payé combien, lui? Lui, le petit, quand il passe à la caisse, la madame, elle dit 19,83 $. 90. En 90. OK. Mais là, tu t'en vas. Moi, je suis allé sur le bureau de labor puis par exemple d'inflation aux États-Unis. Le calculateur d'inflation aux États-Unis. Yes. Ça devrait donner combien, le 19,83 $? Ça donne 45. OK. Donc, aujourd'hui, ça coûte 55. Ouais. En 90, ça coûtait 45. Ouais. On met les proportions. C'est 23 % de différence. La question, pourquoi 23 % de différence? Ouais. C'est quoi? Ben, c'est ça, la crosse. Ben, il y a un C'est peu ça, de la profit, crosse. il y a un peu de tout, là. Non, je comprends. Il y a des règles supplémentaires de ci, des patentes de ça, il y a pas qu'à faire. Oui, mais c'est quand même, La- c'est quand même 23 % de plus. Tu as eu une COVID Ben oui. là-dedans? Là? Sur Home Alone, là. C'est 23 % de plus. Puis le plus drôle, c'est que le petit bonhomme, quand il arrive pour payer, il dit à la fille, il dit, un instant, il dit, j'ai un coupon d'une pièce. Non. Ouais. J'ai un coupon. Tu sais, dans le temps, il y avait des coupons. On y Oui. pense plus. Il n'y a plus de coupons. Hein? Ben, il y a des coupons électroniques. Là. Oh oui, ben oui. Je suis sur des affaires de couponing. Sur Ça marche Facebook. encore, les coupons? Ben oui. OK. Oh, il y a des gens qui sont dans le couponing solide. Là. Le petit gars, il sort un coupon d'une pièce sur le jus d'orange. Et ça lui coûte 18,83 $. Tout ce qu'il a acheté. au complet. Mais c'est juste un clin d'œil dans le sens que Ah non, c'est bon. il est où le 23 % de différence entre 90? Tout le monde pige dedans. Tout le monde pige. Ouais. Tout le C'est monde pas- pige. Tout le monde pige, c'est pas nous autres. Mm. Puis attends un peu. Ça, Ben, c'est aux États-Unis. GND va dire que c'est juste les épiceries, là, mais il n'a pas compris. Ouais, mais moi, je te fais un Home Alone de Québec, on n'est pas à 23 %. Parce que lui, ça, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis. Home Alone de Québec, moi, je dis qu'à 50 %. Ouais, mais tu sais, juste au niveau main-d'œuvre. Tu sais, moi, la première job que j'ai commencé, c'était le salaire minimum était à 3,85 $. Donc, ma première job que j'ai faite, c'était 3,85 $. Si je suis le coût de la vie, est-ce que le salaire à l'heure minimum devrait être le salaire actuel ou il est plus haut que si je prenais le 3,85 $? Tu sais, moi, c'est à 84, Jerry. 3,85 $, combien ça donne aujourd'hui? Ça donne-tu 11? Ça donne-tu 12? Et si jamais on est 2-3 piastres de plus, bien, juste là, les salaires... tu sais, les salaires vers le haut, tout le monde, on veut tous gagner plus, là, mais les salaires fait que... c'est ça qui est bizarre, c'est que plus on gagne de l'argent, plus on est pauvre. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris dans l'équation. Là. Oui, c'est ça l'histoire. là. Moi, j'ai toujours dit, le salaire minimum, la folie du salaire minimum, puis il y a encore cette solution-là. Là. Tu sais, c'est encore la solution pour contrer le coût de la vie, c'est augmenter le salaire minimum. Mais oui, mais le Venezuela le fait. Ils ont quadruplé, même 5 fois plus. Ils ont dit, gars, au lieu d'être 20 piastres de l'heure, c'est 100 piastres de l'heure. Le lendemain, le 100 piastres de l'heure ne valait plus rien. Mm-hmm. L'exemple est peut-être exagéré beaucoup, là, mais je veux dire, c'est une base facile à comprendre que
Si tu augmentes tous les salaires rapidement, tu crées de l'inflation. Il faut trouver les origines de l'inflation avant d'ajuster les salaires. Dans mon tweet d'en fin de semaine, il y avait ce bout-là aussi. Oui, c'est ça. Faut trouver, parce que là, on se court après la queue. Là. Comment on essaie de patcher les problèmes qu'on a, parce que la bouffe coûte cher, les restos coûtent cher, les maisons coûtent cher, les appartements coûtent cher, les chars coûtent cher, le gaz coûte cher, tout coûte cher. Puis on essaie de régler ça en disant on va se donner des plus gros salaires, comme ça on va le contrer. Mais non, ça va continuer de monter. Mais il faut trouver la raison pourquoi ça monte de même. Mm-hmm. Moi, je connais un peu, là, mais vous n'aimerez pas ça. Là. Vous aimerez pas ça. Là. Puis vous allez voir que le gouvernement, c'est pas les boss de métro. Là. C'est pas les boss de métro, le problème. Là. Mais il y a une raison pourquoi le Québec est l'endroit en Amérique où le coût de la vie est le plus élevé et que c'est ici où il y a eu les plus grandes augmentations du coût de la bouffe et des restaurants. Les restaurants, excusez-moi. Là. Hier, là, je suis allé dans un restaurant hier. C'était la fête de ma blonde. Ma blonde était malade pas mal. Puis, c'était sa première journée où elle était pas pire. On est allé à Jupiter, à une place qu'on aime aller manger sur le bord de l'eau. Puis, sais-tu quoi? Ça s'appelle le U-Tiki. Tiki pour Tiki Bar. C'est un restaurant, pas de restaurant. C'est juste une terrasse. Il y a des cuisines ouvertes, mais il n'y a pas de restaurant en tant que tel. C'est juste une terrasse. Très bon. C'est un très beau restaurant. Il rentre peut-être 200-250 personnes de manger sur le bord de l'eau. Moi, j'ai pris un genre de California Roll, là, Tuna Spicy Roll, je ne sais pas trop quoi. Là. Il y a 2 ans, on avait voulu y aller, on n'a pas été capable de rentrer, j'avais regardé le menu. Mm-hmm. On y a été l'année passée. Ben, mes Tuna Roll, tu sais, une assiette d'à peu près 12 pouces de Tuna Roll, c'est le même prix que l'année passée, l'année d'avant. Okay. C'est 18 $. Très bon. C'est écœurant. J'ai pas un mot à dire. On aime aller là, la bouffe est bonne. C'est 18 $. Chez nous, là, c'est 29 $, puis ça a monté de 2,5 piastres par année depuis 2 ans. Là. Pourquoi ça? J'ai quelques réponses, mais il faudrait se mettre là-dessus et savoir qu'est-ce qui fait que le coût de la vie augmente si rapidement chez nous. Avant d'essayer de patcher avec des solutions qui vont empirer le problème. Il est là, si on était des gens sages, c'est ça qu'on ferait. Voilà pour les Jerry's News Desk. Pour ceux qui seront sur Prime avec nous, on a le lab de Mr. White. On vient dans un instant sur Prime et sur Live. Especial. Jeff Fillion. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Prime est live sur Radio Pirate. Notre chum Yann Sénéchal en ce début de semaine. Yann, bon week-end, mon ami Yann? Yes, parfait. Hey, explique-moi donc, toi, amateur de baseball, comment... oui, ben, on comprend l'histoire. Super lanceur, super frappeur, on comprend pas tant. Mais dans un marché économique de sport où il se brasse de plus en plus d'affaires, le baseball n'est pas celui qui est en meilleure santé dans le sens que sa crowd est vieille. Les cotes d'écoute, entre autres, l'exemple que j'ai donné, c'est que les cotes d'écoute pendant la Série mondiale, lors d'un match très anodin du début d'année de la NFL un lundi soir, un match sans importance et 2 équipes assez ordinaires, a mangé du double la Major League Baseball sur les codes d'écoute de la TV. Donc, est-ce que c'est dangereux, ce genre de comportement-là, par les propriétaires avec les défis qu'ils ont au niveau... parce qu'il y a plusieurs équipes qui en arrachent un peu. Il y a des équipes très riches, on les connaît toutes, mais c'est pas une ligue que tu dis, mais oui, c'est pas celle-là que j'aurais nommée pour donner 700 millions à un athlète sur 10 ans. C'est drôle, hein? C'est pas elle que j'aurais nommée. Il y a plusieurs choses. On oublie certaines choses avec le baseball. Premièrement, c'est 162 games. Donc, ils ont besoin peut-être de moins d'auditoire que le football pour être pertinent. Également, sont
pratiquement sans aucune compétition pendant une grosse partie de l'année. Contrairement au football qui doit battre avec le basketball, le hockey, ainsi de suite. Fait que tu sais, tu as littéralement, l'amateur moyen, littéralement 6 à 7 jours par semaine de contenu dans ta télé pour le gars qui trippe baseball. Il y a beaucoup de gens qui sont abonnés directement avec MLB. Pour les séries, c'est un peu le même principe. Oui, c'est juste un mois les séries, puis le viewership est peut-être plus petit, mais c'est quand même, tu as 6 games par semaine. Tu as 6 jours de baseball par semaine en série. Donc, je pense que c'est ce qui est sous-estimé. L'autre, parce qu'ils en font de l'argent pour de vrai. L'autre côté, c'est que le contrat de Shohei Ohtani, moi, on n'a pas encore tous les détails. Puis je pense qu'on va comprendre plusieurs choses quand on va avoir les détails. C'est qu'on a dit un contrat de 700 millions, ça flash tout ça, parce qu'on a additionné tous les montants d'argent qu'il allait recevoir, éventuellement. On sait que c'est un contrat de 10 ans. Fait que les gens, naturellement, ils font « Hey, il va être payé 70 millions par année. » Moi, j'ai l'impression que quand on va avoir les détails de ce contrat-là, ça va être un contrat à la Bobby Bonilla un peu. Dans le sens que Shohei Ohtani a 29 ans, il arrêterait d'être payé à 39 ans. Moi, je pense qu'il n'arrêtera pas d'être payé à 39 ans. Je pense que Shohei Ohtani, à 55 ans, va être encore payé par les Dodgers ou quelque chose comme ça. Donc, tu sais, oui, ça a l'air spectaculaire, un contrat à 700 millions, parce qu'on a additionné tous les montants qu'il allait recevoir. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de taux d'intérêt élevé aussi. Ça ne coûte pas si cher que ça pour les Dodgers de Los Angeles de prendre de l'argent qu'ils ont probablement déjà, de l'offrir à une compagnie d'assurance ou d'acheter des placements pour matcher le contrat ou peu importe, et de payer Shohei Ohtani avec des placements, autrement dit, dans le futur. Fait que ça a l'air gigantesque, mais je pense que ça l'est moins qu'on pense. Mais ultimement, quand même, tu sais, je veux dire, je me rappelle au baseball, ce que j'aimais du baseball, j'ai été, tu sais, je suis probablement celui ici qui a vu le plus de matchs de baseball des expos, puis je me dirais qu'au Québec, je suis pas certain, moi j'ai vu à peu près 200 games des expos dans ma vie. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui en ont vu 200. Puis, j'ai été invité souvent, j'ai le Catchers Club en arrière régulièrement à cause de mon association avec Télémédia pendant plusieurs années, mais j'ai été beaucoup au baseball payé de ma poche. Et la beauté qu'on a mis au baseball, c'est que on était, mettons, chez mon chum Jean, qui est décédé aujourd'hui, il était à Laval. Qu'est-ce qu'on fait? Il annonce moins beau, on fait pas de bateau, on s'en va au baseball. On s'en va au baseball, le port de Laval, on s'en va en char, on s'en va vers le stade. Ça coûtait rien. On avait du bon temps. La bière est froide. Les hot dogs sont pas chers. Le bretzel est pas cher. Puis on vient d'avoir une belle game. Belle victoire contre les Cubs. Mike Fitzgerald l'a crissé dans la clôture. On s'en attendait pas. Ah ouais, 2-3 points qui rentrent. On gagne en 9e. Tout le monde est content. Les dernières fois que je suis allé au baseball, entre autres, une des fois, je suis allé aux Marlins ici, j'ai été surpris. Là. Le long de la ligne de premier, c'est des tickets à 85, 90, 100 piastres par ticket. Donc, le baseball pour moi, le baseball, ça a toujours été un sport, le fun. Puis là, aujourd'hui, je retrouve le baseball en allant au Capitole avec les mêmes affaires du temps. Même chose ici à Port-Saint-Lucie où je suis, où l'équipe des Mets fait à peu près la même chose. À 5-6 piastres le billet, la bière pas chère, les hot dogs pas chers, etc. Tu te remontes 4-5 000 personnes là. Tu vas voir 6 manches sur 9 des fois si tu es pressé. Ça te dérange pas, ça t'a pas coûté cher. Mais c'est ce côté-là, je trouve que le baseball a perdu. C'est pas dangereux, ça? Ben écoute, je regarde les attendances des Dodgers, justement, puis je pense qu'ils ont bien fait d'investir dans Ohtani, parce que regarde ça. 3,8 millions l'année passée, 3,9 millions l'année d'avant. Après ça, c'était 3,8, 3,9. Ils sont là-dedans beaucoup. Mais si on s'en va au début des années 2000, l'ère des stéroïdes, là, on était à 3 millions, 3 millions 1 par année. Ouais. Donc, ils ont augmenté beaucoup leur argent. C'est 47 000 par game versus 37 000 au début des années 2000. Puis même quand tu descends dans les années 80, on tourne toujours autour de ce fameux 34-35 000-là à peu près. On dépasse rarement 40. Puis avec Shohei Ohtani, là, je pense qu'on va péter le 50 000 par game, puis on va être en haut de 4 millions par année. Mais mon point n'est pas la bonne affaire parce qu'on parle des Dodgers. Les Dodgers, il y a un côté, tu sais, tu vas à Los Angeles, tu vas aller aux Dodgers. C'est la saison de baseball parce qu'il y a un côté mythique d'aller dans le stade, la patente. Tu sais, on a vu tellement le stade à la TV. Il y a un côté mythique avec les Dodgers. Mais je parle du baseball en général. Tu sais, c'est dur pour, mettons, même les Pirates de Pittsburgh, puis surtout pour un marché, mettons, comme Montréal qui aimerait ça revenir. Tu vois ça, puis tu te dis, OK, c'est pour les grands, c'est pour New York, c'est pour Boston, c'est pour Los Angeles, c'est pour San Francisco, peut-être Atlanta, mais il n'y a pas grand monde qui peut suivre. Bon, les Texans au Texas, mais il n'y a pas grand monde qui peut suivre, par exemple.
Ben, c'est sûr que c'est une des ligues qui a le moins de features communistes, un peu comme la Ligue nationale. Le baseball est réellement... La seule chose qu'il y a réellement, c'est un partage de revenus au niveau publicitaire des contrats de télé, puis une genre de taxe de luxe. Puis le contrat de Shohei Ohtani, d'ailleurs, est designé pour favoriser l'équipe dans ce concept de taxe de luxe-là. Donc, il n'y a pas de cap salarial. Tu as le droit de défoncer un certain montant sans problème, tant aussi longtemps que tu payes ta taxe de luxe. Mais c'est un peu comme les Mets ont fait l'année passée pour avoir supposément l'équipe de l'année. Puis finalement, ça n'a pas été bien. Mais eux autres, ils ont payé quasiment une coupe de clubs, les frais d'opération de quelques clubs autres ont été payés par la taxe de luxe des Mets quand les Mets sont investis dans leur line-up, c'est ça? Ben exactement. T'sais, on dit présentement, Ohtani aurait 70 millions par année. Comme je vous dis, je ne crois pas tant que ça. Je pense que le contrat est différent. Mais mettons que c'est 70 millions par année, c'est plus que la masse salariale de 8 clubs de la MLB présentement. Fait que, la concentration est assez spectaculaire dans la MLB. Je pense qu'il y a des équipes, effectivement, qui exagèrent. De ce côté-là, on peut penser aux Yankees, on peut penser aux Dodgers. Mais ça reste que c'est pas garanti qu'ils vont gagner. Cette année, les Dodgers ils ont été sortis super vite des séries. Là. Contre une gang de pas payés. Là. Ils ont perdu en 3. C'était un 3 de 5. Ils ont perdu en 3 contre Arizona. Il ne faut pas oublier Shohei Ohtani. La raison pourquoi le contrat est gros, c'est que techniquement, tu as 2 joueurs en un. Donc, tu as un DH, un gars qui frappe puis qui est dans les 10 meilleurs frappeurs de la ligue. Et tu as un lanceur également partant qui, techniquement, est aussi pas loin ou dans les 10 meilleurs de la ligue. Le bug, par contre, c'est qu'il va avoir son deuxième Tommy John. En fait, il a dû l'avoir. Là. Il y a eu un deuxième Tommy John de son bord, ce qui fait en sorte qu'il ne lance pas en 2024. C'est sûr à 100% qu'il ne lance pas en 2024. Donc, tu as juste la version frappeur pour 2024. Mais des Tommy John, tu ne peux pas en avoir 50. Grosso modo, là, c'est que le ligament de ton coude, il est pété. Okay? Le ligament du coude, il est complètement fini. Il est coupé en deux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils le remplacent? C'est quoi qu'ils font? Ils opèrent dans le coude pour ensuite, évidemment, tu dois le remplacer par quelque chose d'autre. Ce qui fonctionne bien, ce n'est pas un ligament, mais c'est un tendon. Donc, ils vont chercher un tendon dans le poignet gauche, d'abord. Ouais. Puis, ils amènent ce tendon, c'est ce qui attache le muscle à l'os. Tandis que le ligament, c'est ce qui attache les deux os ensemble. Donc, ils vont prendre un tendon, ils vont le remplacer, ils font des trous dans les os, ils reconstruisent tout ça avec les os pour rattacher les os ensemble. Et ça prend environ 18 mois pour que le tendon se transforme lui-même en ligament. Ton corps va transformer, de ce que je comprends, là, le tendon en ligament. Mais là, évidemment, le tendon qui est utilisé dans le poignet gauche, il n'est plus là, il l'a déjà pris. Fait que là, éventuellement, ils vont dans les cuisses après. Ouais. Ils vont dans la cuisse droite, par exemple, dans la cuisse gauche. Ils vont chercher un autre tendon ailleurs dans le corps qui n'est pas vraiment utile, qui ne nuira pas à ses performances. Mais éventuellement, il va y en rester rien qu'un autre après ça, là, celui de la cuisse gauche. Oui. Tu sais, je veux dire, Ah non, c'est spectaculaire. Il donne une fortune. C'est le plus gros contrat de l'histoire du sport, okay, de tout sport confondu. À un gars, Christophe, qui se fait opérer d'un tendon, moi, j'en reviens pas. Là. Moi, j'en reviens pas. Là, moi, je pensais qu'il était top shape. C'était le gars. Non, tabarouette, le gars, il est tendon. Tu joues dedans pour trouver des tendons à ce prix-là. Ils sont malades, les Dodgers. Ils sont malades. Ils sont des malades. Allez, moi, Christophe, à chaque défaite des Dodgers, je vais prendre une bière à leur santé. Alors, moi, je veux qu'ils plantent des tabarnaks. Alors, attends un peu, là. Voilà, comme fan des Expos, on avait une bonne raison de les détester, là. Mais là, je les déteste plus que jamais, là. J'haïssais les Yankees, là, c'est fini, je les aime. Là, c'est les Dodgers. T'as envie de les traiter de gang de cave? Non, regarde-moi, à chaque défaite, à chaque Christophe, si Arizona peut y sortir encore cette année... Non, attends un peu, là. Non, c'était enough, là. Hey, le gars, il se fait opérer. Le gars, il va jouer à moitié l'année prochaine. Ah, voyons, c'est quoi cette histoire-là? Techniquement, Bryce Harper l'a fait l'année passée. Puis je pense que ça, c'est un peu l'innovation dans le Tommy John. Bryce Harper est un joueur de champ droit, il avait un méga contrat lui aussi. Le bras était fini, il fallait qu'il se fasse opérer Tommy John. Normalement, c'est 18 mois de convalescence. Harper est revenu au jeu en dedans de 6 mois. Ouais. Mais évidemment, il est revenu au jeu, il était capable de frapper, il était capable de courir, pas capable de lancer une balle tant que ça. Et lui, il s'est dit, je vais apprendre à jouer au premier but.
Puis je vais être capable de jouer au premier but. Puis dans les séries, il jouait au premier but justement à cause de ça. Même si c'est un joueur de champ droit, il a appris à jouer au premier but pour être là. Puis on le voyait, aussitôt qu'il embarquait ses sentiers, il se mettait un armure sur le bras pour protéger son bras, justement, parce que ton ligament, il n'est pas prêt. Là. C'est pas encore. En fait, ton tendon, c'est pas encore transformé en ligament. Fait qu'il doit faire attention à toutes les torsions et ces choses-là. Mais il l'a fait. On peut s'attendre de voir Ohtani jouer l'année prochaine comme frappeur désigné ou peut-être joueur de premier but. Mais ça reste que c'est. La raison pourquoi tu le payes 700 millions, c'est que c'est un combo. Mais ça se peut, il y a une partie du combo qui est fragile. Là. Ça se peut que tu gardes juste la frite avec le coke. Il n'y aura plus de burger. Puis le pire, c'est que je pense que dans la mécanique fondamentale de Shohei Ohtani, c'est ça qui fait qu'il se blesse souvent. Premièrement, il lance à 100 000 à l'heure. Ça, c'est dur sur le corps. Mais une balle rapide à 100 000 à l'heure, c'est extrêmement dur sur les ligaments. C'est pas pour rien que ça pète. Mais en plus de ça, Ohtani a repopularisé un vieux pitch qui est non pas une slider, mais ce qu'il appelle une sweeper. Donc, c'est vraiment la balle courbe, mais qui n'a pas beaucoup de break vers le bas, qui se déplace carrément de côté. Fait que c'est vraiment un pitch qui a beaucoup de break à l'horizontale. Mais ça implique que tu lances quand même un peu de côté. Et moi, j'ai l'impression que ça met de la tension énormément dans son coude. Puis c'est un peu à cause de ça qu'il se blesse. Fait que c'est un lanceur qui va probablement devoir réapprendre à lancer ou changer sa façon de lancer. Puis, à mon avis, il va falloir arrêter de le mettre lanceur partant aussi. Il va falloir l'emmener en relève. Voilà, premier dossier réglé, Yann. Deuxième affaire, j'en ai parlé en ouverture, puis tu as peut-être vu mon tweet en fin de semaine. Peut-être un tweet vite hier matin pour essayer de faire. On est dans l'émotion concernant la négociation du secteur public. Puis je te dirais que beaucoup de gens de droite ou conservateurs, la minute que ça touche des gens de leur famille, deviennent plus étatistes que finalement ils nous disent qu'ils le sont. Puis c'est normal, regarde, ça fait partie. On a culturellement, on est pas mal plus social-démocrate qu'on pense qu'on l'est. Même si des fois, si on se considère comme conservateur ou de droite, on est peut-être plus au centre qu'on le pense. Quand c'est les autres, on l'est. Quand c'est nous, on devient plus accroché au gouvernement. Ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais le point que j'explique, c'est que c'est dur d'avoir de l'empathie pour ceux qui gagnent. Je sais que pas tous les employés gagnent 100 000 et plus, mais ceux qui gagnent 100 000 et qui vont sur la place publique, essayez d'en avoir plus, alors que dans la population, ceux qui vont ramasser la facture, ces gens-là gagnent beaucoup moins. Je trouve que comme relation publique, pour une négociation, c'est une mauvaise idée. Moi, je ne jouerais pas cette carte-là. Parce que ceux qui ramassent, puis je sais qu'il y a beaucoup d'employés de l'État, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui trouvent qu'ils sont pas assez payés, etc., mais peux-tu m'expliquer comment les Québécois ont de la misère à saisir qu'il y a une facture au bout de ça, qu'il y a des gens qui doivent payer et qu'il y a les gens qui doivent ramasser la facture? Je comprends que les gens de l'État, qui travaillent pour l'État, eux aussi paient des impôts. Mais il y a un bout d'une vision économique ou d'une culture économique que nous n'avons pas et qui finit toujours par nous rattraper et nous nuire. Tellement de choses là-dedans, Jeff. Écoute, première des choses, le gars qui fait un tour de coffre de char en fin de semaine parce qu'il dit justement qu'il gagne 105 000, donc c'est faux le tableau de Sonia Lebel, tout ça. Il aurait définitivement dû se fermer. Puis je t'explique un peu pourquoi. C'était un piège, cette affaire-là. Le tableau de Sonia Lebel, de montrer le salaire maximal pouvant être atteint dans différents corps de métier, c'était un piège. Dites-vous une affaire, les syndiqués, vous vous affrontez un gouvernement qui sont, en théorie, des experts en communication. Oui. Vous engagez à fort prix des syndicats pour négocier à votre place. Mais ils tombent dans le panneau de la CAQ, je vais le faire. Bien, carrément, laissez faire vos syndicats. Si vous pensez émouvoir la populace avec vos interventions publiques sur les réseaux sociaux, ça peut avoir un backfire. Et c'est vraiment un danger qui est énorme parce que vous avez besoin de l'appui de la population pour aller chercher ce que vous voulez. Je me fais un peu conseiller stratégique pour eux autres. Là. Mais la game, c'est que c'est vos syndicats qui doivent négocier. Eux autres, ils savent un peu plus, malgré qu'ils sont sacrément incompétents, mais ils savent un peu plus comment dealer avec le gouvernement. Le gouvernement vous a tendu un piège en fin de semaine et vous avez sauté les 2 pieds dedans et vous avez fait un tour de coffre de char à cause de ça. Mais vous êtes fait prendre comme des amateurs. Là. C'est de votre faute à vous autres. Puis là, on est dans les affaires larmoyantes puis de victimisation. Là. On est à la veille de vouloir offrir des dindes à Noël pour les syndiqués, puis on veut des collectes de fonds, puis Étienne Grandmont qui rouvre son bureau, puis dit « Ah, il faut faire des collectes de fonds pour les enseignants puis les professeurs. » Arrêtez, là. Arrêtez. On est dans une situation
où est-ce que l'enseignant moyen gagne pas loin d'un multiple du salaire médian au Québec. Là. Donc, on est dans le 50-60% plus que le salaire médian. Vous ne faites pas pitié. On ne peut pas faire de collecte de fonds pour vous autres. Je suis désolé. Puis ça n'empêche pas, on va répéter encore, là, ça n'empêche pas de penser qu'il y a des profs qui sont écœuramment bons, là, qui pourraient gagner 125 000 par année ou 150 000 par année. On ne parle pas des bonnes affaires. Mais on a aussi une série de profs qui vont être augmentés à 90 000 ou 88 000, puis qui finalement gagneraient peut-être, s'ils étaient évalués à ce qu'ils rapportent. On sacrerait dehors. Oui, on ne peut pas juste pas être crissé dehors parce qu'on n'a pas de profs. Mais au moins, on leur donnerait 55 000 par année, qui est le salaire moyen. Même c'est 52 000 le salaire moyen. Mais ça, c'est le vrai sujet, Jeff. Puis là, Mario Dumont commence à parler des mêmes choses que nous autres, lui-ci. Là. Mario, il vient de se réveiller, lui. Là. Il vient de sortir. Il a enlevé sa bouteille de gel chez eux, sa poubelle. Là. Il revient 2 pieds sur terre. Là. Mario connaît les solutions pour le Québec. Ne pensez pas que Mario les connaît pas, il les connaît par cœur. Il les a répétés ad vitam aeternam. Sauf que Mario plonge dans la piscine après avoir testé l'eau seulement. Mm-hmm. Il doit tester l'eau. Il doit s'assurer que la piscine est à une bonne température. Parce que sa petite personne n'est pas capable de prendre le heat. Okay? Oui, pas capable. Mais ça passe ce qui s'est passé avec Mario Dumont la semaine passée. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis pas au courant. Il fait un genre d'interview à LCN, peu importe, puis il dit au gars qui l'interviewe, écoutez, là, est-ce que le gouvernement doit continuer à faire des concessions? C'est indécent, ça marche plus. Donc, lui, il dit là, si le gouvernement concède encore quelque chose, moi, je pète une note, je largue ce gouvernement-là, ça n'a pas d'allure. Maintenant. Donc, lui, il veut pas que le gouvernement aille plus loin que l'offre qu'ils ont faite là. Exactement. OK. Il dit si on veut aller plus loin, bien là, il faut mettre des affaires sur la table. Ça va prendre des changements radicaux pour le Québec. Des changements radicaux. OK, j'ai hâte d'entendre. Passer de 630 000 employés à 575 000. Ah, ben oui. Mais je pense que ce qui arrive présentement, c'est que le gouvernement Legault est en train de vendre sa salade aux médias tranquillement. Puis, je ne suis pas en désaccord avec ce qu'ils font. Parce que moi, ce serait une catastrophe si on signe cette convention-là et qu'il n'y a rien qui change. Personnellement, là, ça serait vraiment une catastrophe. C'est la route de la mort. Le gouvernement Legault essaie de reprendre un peu plus de contrôle sur la convention collective puis d'en laisser moins aux syndicats. Je suis d'accord avec cet objectif-là. C'est extrêmement difficile de congédier au Québec. C'est extrêmement difficile. Tu sais, je pense que Michel Hébert le disait souvent, le manque de travail n'est pas un motif raisonnable de congédiement dans la fonction publique québécoise. Mais à toutes les fois qu'il disait ça, ça me frustrait parce que je me disais, c'est donc bien stupide. Ça ne nous donne pas la chance de remodeler notre modèle. Ça ne nous donne pas la chance de prendre acte des gains de productivité qui ont été faits. Parce qu'on parle beaucoup des enseignants, mais c'est pas juste les enseignants. Là. C'est le front commun. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Là. C'est pas juste... les enseignants, c'est ce qui nous touche le plus parce qu'on est des parents, mais il y a d'autres choses dans cette histoire-là. Puis ce que tu te rends compte vraiment, là, c'est que tant aussi longtemps qu'on ne changera pas plusieurs choses dans ces conventions collectives-là, on va être pogné pour jouer dans ces pièces de théâtre-là ad vitam aeternam. Parce que là, présentement, les bonifications salariales sont offertes aux employés. C'est théoriquement leur propre cash que le gouvernement est épargné à tous les jours de grève qu'ils font. Là. À toutes les fois que le gouvernement il y a une journée de grève, il y a 150 millions qui est sauvé. Il vous la redonne en augmentant l'offre de 0,8 %. Tu sais, je veux dire, ça en est complètement ridicule. Mais de l'autre côté, le gouvernement Legault veut quand même avoir des changements en profondeur dans les conventions, puis ça commence à s'intégrer dans la sphère médiatique un peu que le gouvernement veut assouplir les conventions collectives. Tant mieux si ça perce, mais est-ce que Mario Dumont a raison? Si on veut payer le monde comme du monde dans le réseau, puis surtout si on veut ajuster les salaires futurs à l'IPC, il doit se faire des concessions du côté syndical. Et le pire dans tout ça, c'est que les concessions peuvent être faites extrêmement facilement par des gels d'embauche, par des congédiements, carrément, de faire un putain de nettoyage dans cette affaire-là. Puis Mario, lui, il dit que c'est des affaires radicales, cette affaire-là. Si ce serait vraiment radical, là, on irait même ajouter la remise en question complète et totale du REGOP. Et dans cette remise en question-là, la paye nette des syndiqués pourrait même augmenter. Parce que le contexte est bon présentement avec les taux d'intérêt élevés, de mettre fin au REGOP, d'offrir la possibilité aux gens de transférer leur fonds de pension s'ils veulent, et à partir de demain matin, faire un vrai cotisation déterminée, 6%, 6%, comme on voit dans l'industrie. En fait, c'est plus 4,4 même dans l'industrie privée. Mais de faire un vrai 6,6 ferait en sorte que les syndiqués auraient des payes nettes plus élevées.
éventuellement. Et le timing est bon parce que les taux d'intérêt sont élevés présentement face à ça. Ben moi, dans un tweet précédent, là, parce que ça fait 2-3 fois que je fais... habituellement, je ne fais pas des longs tweets, mais de temps en autre, je me lance là-dedans. Puis j'avais... Tu sais, moi, une des choses qui m'énerve, c'est que là, on est en train d'essayer de trouver une solution. Eux autres, ils disent, le coût de la vie fait que j'ai perdu mon pouvoir d'achat, puis on ne veut pas perdre. Mais l'histoire là-dedans, c'est qu'on a tous pas mal perdu, tu sais. Je veux dire, pas juste eux autres. Il y a beaucoup de monde qui ont perdu. Est-ce que tout le monde voit leur salaire augmenter en fonction du coût de la vie? Certains chanceux, oui, même plus. D'autres, non, puis d'autres, vraiment pas. Donc, on est en train de bâtir un genre de marché de l'emploi ou de catégorie de citoyens qui m'énerve, là, parce que c'est jamais ça que le Québec a voulu être. C'est qu'on a voulu toujours être juste pour tout le monde. Là, j'ai comme l'impression que certains sont privilégiés là-dedans. Puis moi, je me suis toujours dit, bon, mais c'est parce que si on veut essayer de compenser le coût de la vie, le coût de la bouffe, le resto, le gaz, ensuite de ça, il y a quoi? Les maisons, les loyers, etc. Puis on essaie de compenser. Il va peut-être falloir trouver les raisons du pourquoi nous sommes au Québec, l'endroit où le coût de la vie a explosé le plus dans les 2 dernières années. Moi, je pense que c'est bien plus qu'une négociation salariale puis des conditions, parce que ça implique peut-être la fiscalité. Et que si on touche à la fiscalité à un moment donné, l'augmentation qu'ils recherchent va arriver, parce que c'est combien il me reste par semaine de ma paye. C'est-tu une augmentation ou c'est une augmentation mélangée à un changement fiscal qui fait que tu l'as ton 5 % par année, mais il y a un mélange 50-50 là-dedans. Augmentation de salaire, mais le fait que maintenant la fiscalité est plus juste, puis plus comme celle de l'Ontario, mettons, bien, on arrive au montant de 5 % hebdomadaire de plus qu'ils veulent par année. Tu comprends mon affaire? Oh, oui, bien à la base, ils l'ont eu, le 1 % eux autres aussi, là, l'année passée de baisse d'impôts. Donc, ça a eu un impact sur leur paye nette comme les autres Québécois. Ça a eu cet impact-là embarqué mais justement ils au mois de juin. Non, ils ne le calculent pas. Ils ne le calculent pas. Mais moi, ce que je trouve dans tout ça, c'est que c'est extrêmement malhonnête. Puis la stratégie syndicale est complètement loufoque. Je n'arrive pas à comprendre comment le syndicat fait d'un point de vue stratégique pour arriver dans cette négociation-là avec souvent pas de fonds de grève. Je veux dire, moi, de lire le communiqué qu'on a sorti de la CSQ, là, qui offre maintenant des prêts sans intérêt à ses syndiqués pour leur venir en aide financièrement. Ouais, c'est malade. Qui doit être remboursé dans les 45 jours suivant l'accord. Je trouve ça complètement débile. Comment ça? Et puis la fiscalité est avantageuse, Jeff, pour le fonds de grève. Là. L'argent que tu cotises à un syndicat, c'est déductible d'impôt. Comme un REER. Puis quand tu as de l'argent dans un fonds de grève, c'est pas imposable. Ça, c'est une aberration fiscale, cette affaire-là. Ben oui. Mais cette aberration fiscale-là bénéficie aux grévistes. Tu étais avantagé de cotiser dans un fonds de grève, puis en plus, tu n'es pas imposé. Je veux dire, sérieusement, c'est un beau pactole fiscal, cette affaire-là. C'est une belle concession faite aux syndicats. Comment ça, vous arrivez pour négocier à la guerre, puis vous n'avez rien? Je veux dire, il y a des gens qui nous disent que ça leur coûte 170$ aux 2 semaines, la cotisation syndicale. C'est pas rien. C'est de l'argent. Mais vous rendez-vous compte que vous payez pour des fat cats? Ben, moi, je pense qu'elle est là, leur augmentation. Ce qu'ils veulent avoir, c'est pas à moi à payer pour. C'est à eux autres de plus être syndiqués. Il est là, le cash. Pourquoi vous êtes syndiqué? Votre syndicat vous a complètement laissé tomber dans cette négociation-là. Il négocie très mal, il vous conseille mal. Vous avez choisi, ou le syndicat a choisi que vous n'ayez pas de fonds de grève alors que c'est fiscalement avantageux d'en avoir un. Vous êtes géré par des imbéciles à la tête de vos syndicats, puis ça vous coûte une barge. Hey, 170$ aux 2 semaines de cotisation syndicale. Les grévistes, là, prenez votre talon de paye puis regardez combien d'argent vous avez donné à votre syndicat pour l'année. C'est quoi qu'ils ont fait avec ça? Une coupe de mascotte en papier mâché? Êtes-vous sérieux? Ils n'ont rien fait pour vous autres. Ils ont ri de vous autres en allant à Dubaï en plus de ça. Oui, en plus. Puis il est encore à TV en fin de semaine, imagine-toi. Yann Sénéchal avec nous autres. Si vous voulez plus de Yann, quelques minutes encore sur Prime. Si vous êtes abonné, sinon, ben allez vous abonner, ça coûte rien. Pour 1 mois, allez sur radiopirate.com. Jeff Fillion. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. And his name is Max Truman.
Maxime Truman. Actualité et opinions sportives. Sur Live et sur Prime, le Truman Show avec notre chum Max Truman. Max, t'es salué. Tu as un bon week-end, mon ami Max? J'ai un bon week-end. Les week-ends et les jours de semaine, ça ressemble pas mal pour mes enfants, mais moi, c'est différent. Je peux décrocher le week-end puis travailler la semaine. Beau week-end, ouais. Ouais, tu m'en parlais un peu de la grève des enfants. Il me semble que ça fait pas mal de temps, avec toute l'histoire de la COVID puis toute la patente. Les voir encore arrêtés, ça commence à être pas mal trop, là. Ouais, puis je pense qu'il faut qu'on se pose des vraies questions, Jeff. Tu sais, si moi puis toi, il fallait qu'on négocie, puis on avait de quoi à régler, ou avec Jerry, ou avec Yann Sénéchal, ou peu importe avec le Dodu ou avec Les, on s'appellerait puis on essaierait de le régler. C'est sûr que ce serait plus petit comme dossier, fait que ça pourrait aller plus vite. Mais en ce moment, là, enfermer tout le monde dans une salle, dans un hôtel, faites dormir le monde là-bas, puis faites-les juste sortir de l'hôtel quand il y aura eu une entente. Je veux dire, s'éduquer, c'est un service essentiel à notre société. C'est pas, c'est pas McDo qui a fait une grève, puis là, j'ai plus de burger là, puis je peux aller en chercher un ailleurs. C'est l'éducation des jeunes, puis je trouve que ça l'a assez duré, puis je vais y aller avec quelque chose. J'ai un méga malaise, Jeff. Les jeunes qui vont au public, je suis allé voir les stats, là. Le revenu familial moyen d'une famille qui envoie ses enfants au public, moyen, je parle de moyenne, de médiane, est beaucoup plus bas que le revenu familial moyen de quelqu'un qui les envoie au privé. Puis ceux qui ont de la difficulté à l'école, généralement, pas, je te parle de moyenne, de statistiques, souvent, c'est des gens qui ont des besoins spéciaux puis ils ont un revenu familial plus bas. Fait que là, en ce moment, le privé, ils vont tous à l'école, puis le public, eux qui ont le plus besoin d'aller à l'école, ben ils vont pas. Puis je sais pas, j'ai un malaise avec ça. Oui, c'est malaisant. C'est malaisant, puis c'est malaisant que personne ait c'est le quoi malaise. le montant? L'as-tu le montant pour les familles qui envoient leur enfant au public? Écoute, il y a une étude, là, attends, je la sors à l'instant, il y a une étude de 2017 ou 2019. Là. C'est vraiment récent, mais c'est avant la COVID. Au privé, là, on parlait de 37% seulement qui gagnaient moins de 70 000. Ça, c'est le revenu familial? Oui, revenu familial, 1 sur 3. Puis au privé, c'était 75% des gens. Au public, 75% des gens qui ont moins de 75 000. Bref, tu en as 2 sur 3 qui vont au public qui ont un revenu difficile, puis tu en as 2 sur 3 qui vont au privé avec un revenu facile. Donc, tu sais, il y a des différences, il y a des médianes, il y a des écarts types, il y a des moyennes, mais en gros, ça reste ça, la réalité. Puis je trouve ça super tough, Jeff. Moi, je coach avec des petits jeunes au public à RSEQ, puis je les vois, puis ils l'ont pas tout facile. Non. Puis ces jeunes-là, si tu leur fais 7-8 semaines pas d'école, parce que si on ne s'entend pas avant Noël, il y a 40% des écoles publiques qui vont avoir été 7-8 semaines sans école. Il y en a qui n'auront pas une bonne cotère pour rentrer au cégep, puis il y en a qui vont décrocher, puis il y en a qui n'auront même pas de DES. Puis il y en a qui ont des situations de handicap et de santé mentale qui n'ont pas de service en ce moment. Je commence juste à être tanné. Je ne suis pas pro-syndicat, je ne suis pas pro-gouvernement, je suis pro-rien. Là. Faites juste aller tout à la même place, négocier, puis sortez juste quand c'est terminé. Ouais. Ouais, mais c'est dur parce que on en parlait avec Yann Sénéchal, on a parlé en ouverture tantôt. C'est dur parce que à la base, les gens n'ont plus de valeur de l'argent. Puis ça, c'est pas nécessairement de la faute du monde, c'est la manière que c'est présenté maintenant. Les milliards hors vol de partout. Même les députés n'ont pas de commune mesure à savoir qu'est-ce que ça vaut une pièce. La manière que se sont données les augmentations, on l'a vu. C'est des gens qui sont... le monde a de la misère à savoir c'est quoi que ça vaut. Donc là, on est dans le rêve pour l'argent, puis tout le monde veut gagner 100 000, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui gagne 100 000 par année. Tu as une entreprise, tu opères une business, tu sais comment c'est dur ramasser 100 000 $ pour une business. Mais quand ça arrive au gouvernement, semblerait qu'on n'a pas d'idée comment c'est dur de ramasser de l'argent. Comment, là, on veut donner de l'argent qu'on n'a pas. C'est ça qui est drôle. Moi, je veux dire, je suis pas contre ça, moi, que tout le monde gagne 250 000 par année. Là. Moi, je veux ça. Moi, je veux que tu gagnes 250 000. Moi. Je veux que le prof de mes enfants gagne 250 000. Mais la réalité nous rattrape à un moment donné. Ça se peut qu'il y a des gens là-dedans qui valent 60 000. Puis il y en a là-dedans qui peut-être qu'ils le méritent de gagner 105 000. Mais si tu gagnes 105 000, joue pas à la victime
avec les gens qui vont ramasser le bill. C'est tellement simple à comprendre que je ne sais pas pourquoi on n'a pas cette base-là. Savoir, il faudrait que tout le monde opère un dépanneur pendant 1 an. Le pire, c'est que c'est pas fou. Ben, Il verrait c'est quoi une fin de mois. Tu sais, ces gens-là, puis j'ai beaucoup de respect pour les profs, j'en côtoie à chaque fois que je vais coacher. Mes enfants Moi étaient aussi, chanceux, sont dans le public, puis oui, puis dans le public, ils ont eu des bons profs la plupart du temps. Pas tous, c'est impossible, mais la plupart du temps. Mais j'ai l'impression que les gens réalisent pas. Ces gens-là ont une permanence d'emploi à une époque où ça va redevenir un luxe d'avoir une permanence d'emploi. Ils ont une sécurité d'emploi, ils ont des assurances, ils ont des conditions favorables, ils ont un fonds de pension. Puis là, on voit des images, puis ils reçoivent des dons d'un autre syndicat, puis surtout des dons de la population. Il me semble que en tant que population, on n'aurait pas à les donner à des plus démunis. J'ai rien contre les enseignants, je les adore. Sincèrement, c'est pas ça. Mais il me semble que la stratégie, sur la place publique n'est pas bonne. Non. Sérieux, là. Non, moi, j'ai c'est fait ça. un tweet là-dessus en fin de semaine. Là, puis je me fais. Même des gens de droite ou même des pirates sont à la même place. Parce qu'il y a des pirates qui ont des femmes profs. Là. Il y a des pirates qui ont des femmes infirmières. Là. Et m'a dit de quoi que le côté conservateur et le côté droite prend le bord en jouant à le vert quand il arrive des affaires de même. Donc, on est très, très, très fragile. Ouais, mais je veux dire, c'est une mauvaise. Si tu gagnes 100 000, tu peux aspirer à gagner 105, 108, 109, 110. C'est pas ça que j'ai. Mais va pas sur la place publique parler de ça. Les gens qui ramassent le bill, tu viens de le dire, la majorité des familles que leurs enfants vont dans à l'école publique, 75 % des gens gagnent 70 000, peut-être que c'est rendu à 80 000. 80 000 de revenus familial et moins. Donc là, si tu me plains que tu as perdu ton pouvoir d'achat en gagnant 305 000 puis ta femme fait un autre job dans le secteur public puis elle gagne elle aussi 100 000, tu peux dire que oui, mon coût de la vie, je dépense trop parce que j'ai une trop grosse maison, mes chars sont trop chers puis j'ai besoin de plus. Mais va pas sur la place publique comparer ta situation avec quelqu'un qui gagne 2 fois moins que toi. Ce n'est pas gagnant. Juste d'expliquer ça, on s'entend pas. C'est pas drôle, là. Mais non, puis j'arrive avec l'école publique puis privée. Les gens ont oublié leur statut puis leur place. Tu sais, je discutais avec un journaliste hier, journaliste emploi temps plein, il couvre le Phoenix de Sherbrooke. Je veux dire, c'est une équipe de la LHJMQ, puis il doit avoir un salaire exceptionnel, puis lui, il doit crier à la pureté des médias, là, puis du journaliste traditionnel. Je me suis écarté, je reviens. Mais là, il me disait que c'était un choix d'aller à l'école privée, puis que c'était pas les plus fortunés qui y allaient. Puis il me sortait un exemple, un truc une fois, ou tu sais, sa situation à lui, ou son ami, ou le directeur d'une entreprise qui a décidé quand même de les envoyer au public. Les gens sont déconnectés. Il y en a des riches qui envoient leurs enfants au public, puis il y en a des un petit peu plus pauvres qui font des méga sacrifices. Il n'y en a pas tant, mais il y en a un petit peu, puis qui envoient leurs élèves, leurs enfants au privé. Ça existe. Mais dans les faits, si tu ne te poses pas trop de questions, puis tu peux envoyer tes 3 enfants à 18 000 $ par année au privé, tu es un privilégié. Ça ne veut pas dire que tu es multimillionnaire, ça ne veut pas dire que tu n'as plus besoin de travailler, mais les gens qui sont privilégiés, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont oublié qu'ils étaient privilégiés ou c'est pas bon, c'est pas populaire de dire que tu es privilégié au Québec. Il faut que tu dises que c'est difficile, faut que tu dises que tu fais pas trop d'argent. Guys, c'est un peu hypocrite, là. En tout cas, j'ai bien de la misère avec ce débat-là. Je reviens, je redis la même affaire. Mettez tout ce monde-là ensemble, discutez. Moi, discutez. Juste pour rajouter quelque chose. Là. By the way, les professeurs au privé, là, c'est qui négocie pour leur salaire puis tout ça? Ils négocient qui, là? Ils ont des petits syndicats. C'est plus local. Voilà. Souvent, ils sont à la remorque de ce qui se passe au public. Fait qu'ils sont là, ils continuent de travailler, ils font leur paye, puis ils vont suivre ce qui va se gagner en ce moment dans les négos. Mais c'est plus le syndicat de boutique de l'école en tant que tel. C'est des petits syndicats affiliés. Là. C'est ça l'histoire. Ouais. Parfait. Mais juste dire aussi une autre chose. Mais quand tu... Non, attends un peu. Là, tu viens des enfermer là, dans une boîte, dans un local. D'un bord, tu as les syndicats, puis de l'autre bord, tu as qui? L'autre bord? Gouvernement. OK, gouvernement. Max, le gouvernement les a dans le cul, les enfants. Ils s'en foutent qu'ils ne soient pas à école présentement. Oh oui. Ils s'en foutent totalement. Ils les ont enfermés chez eux pendant 2 ans de temps. Ils s'en calissent. C'est des numéros d'assurance sociale. C'est une machine bedonnante qui déteste la population. Donc, les enfants, là, ils les ont dans
Je vais le dire, là. On le coupera. Ils les ont dans le rectum. Ils s'en calissent des enfants. Pour vrai, là, je te jure, ils s'en foutent. C'est une grosse machine bedonnante qui veut se protéger. C'est tout. Un enfant à l'école, c'est une dépense. Un enfant à l'école, c'est une dépense. Ah oui. Ah oui, ça l'est. C'est une dépense. Ils s'en sacent des enfants. Même si on va se rendre à Noël, on recommencera le 15. On recommencera le 15 janvier. On s'en calisse. Puis après, t'as quoi? Qu'est-ce qui arrive à la fin d'année? Là, ceux qui sont en secondaire 4, ceux qui sont dans des années importantes, la cotère, puis tout, les examens ministériels, puis les élèves du privé, ils réussissent déjà avec 15 à 20 de plus de moyenne. On va rentrer au cégep pareil. Ils bloquent-tu quelqu'un? Ils vont-tu reprendre leur année? Ils vont-tu reprendre leur année? Pas, ils vont prendre leur année. Ils vont aller en sciences humaines, par exemple. Ils ne pourront pas rentrer en sciences nature. Ils vont y soigner pour que ça passe. Ils vont y soigner pour que ça passe. Laisse-les. Ils s'en calissent du monde. C'est la machine. Moi, là, je t'écoute parler, Jerry, puis je regrette. Après la pandémie, on a pondéré, moi et ma blonde, puis on s'est dit, on paye déjà pour le système public. On paye pour ça. Puis, écoute, moi, je paye pour la santé publique aussi avec mon gars, puis on a été à 3 mois à ce qu'ils deviennent handicapés pour la vie parce que ces plaques de croissance étaient en train de se refermer, puis que l'hostie de système public n'était pas capable de l'opérer. Puis il a fallu que Shriners, qui est public semi-privé, rentre là-dedans pour qu'on sauve mon gars. Oui. Fait que moi, le public puis le privé, là, j'en connais une partie, OK? Mais en sortant de la pandémie, on s'est assis, moi et ma blonde, puis on s'est demandé si on les envoyait au privé. Ils finissaient le primaire. Moi, j'avais un gars qui finissait 5e, l'autre, ma fille, 6e. Mais ça prend des sous, ça prend de l'argent. Oui, puis on s'est dit, on le paye déjà, le système d'éducation. On va les envoyer dans des programmes spéciaux. Ils appellent ça PEI. Là. On les envoie dans des programmes spéciaux publics entourés d'élèves qui ont un peu moins de difficultés puis un petit peu moins de plan d'intervention dans la classe. J'ai fait 2 ans de suppléance pendant la pandémie. Je les ai vus, je les ai côtoyés, les kids. C'est pas facile, la job, là, dans le public, dans le régulier. Mais je regrette quasiment aujourd'hui d'avoir choisi de continuer dans quelque chose que j'ai déjà payé. Je l'ai payé, puis là, on me demande de repayer plus cher pour quelque chose que j'ai déjà payé. La santé, c'est de même. La santé, c'est de même. Tu vas voir un doc, il faut que tu payes. Je ne sais pas si on était sur Prime ou sur Live quand on a parlé, parce qu'on a continué avec Yann Sénéchal quasiment une autre 20-25 minutes tantôt après avoir fait le live. Et donc, j'ai mêlé un peu, là, mais tout ce qui est fourré à patente pour tout le monde. Là. T'sais, comment ça se fait qu'on n'a pas d'idée que ça vaut une pièce? Puis que il y a du monde qui se font fourrer. Ce qui a crossé la patente au complet, là, c'est vraiment l'impôt à la source. Imagine-toi si demain matin, tu payes pour ce que tu as. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas d'enfant, c'est pas grave. Tu reçois une facture à un moment donné du ministère de l'Éducation. Ça vous coûte 722 $. Il y a des taxes scolaires, vous allez me dire, là, mais pour vrai. Là. Il y a quelqu'un qui vient à la porte chercher de l'argent. Tu gagnes 50 000 $. Tu as 50 000 $ dans tes mains. Là. Et il y a quelqu'un à tout bout de champ qui vient chercher. Bon, il y a quelqu'un qui vient. Je viens pour l'hôpital. Je vais aller à l'hôpital, moi, Chris. Ou l'autre va répondre, moi, je suis allé à l'hôpital, j'ai attendu 17 heures, tu vas te mettre ce que je pense, ton argent. Non, monsieur, comprenez pas, il y a un char de police en avant avec moi. Tu me dois 600 $. Oui, c'est ça. Faut que tu payes 600 là. Il y en a un autre qui passe le lendemain. Moi, je viens pour les écoles. J'ai plus d'enfants à l'école, moi, Chris. Non, tu payes pareil. Voici ce que tu nous dois ce mois-ci. Tu nous dois 329 $. Viens un après l'autre de même chercher des chèques. Les gens vont réaliser la valeur de l'argent. C'est ce qui est fou, Jeff. T'as un point, là, t'es comme à l'étape 2. Mais l'étape 1, donner le chèque complet aux gens, puis après ça, redemander-leur d'envoyer leur impôt, comme nous autres, on le fait comme travailleurs autonomes puis entrepreneurs. Exactement. Moi, là, je reçois un chèque, exemple, là, puis je ne veux pas bâler, mais mettons, on fait 60 000, bien, moi, je me mets 26 de côté dans un compte pour mes acomptes provisionnels. Fait que je l'ai vu, le 60 rentrer. Tu parles de ton entreprise, là. Je parle de mon entreprise, puis aussi en tant que travailleur autonome. Tu sais, des fois, on se verse des dividendes, des choses comme ça. Mais moi, je le pogne, là, le 26, puis à un moment donné ou un autre, je l'envoie par virement bancaire au gouvernement. Tu sais, je parlais avec mon père. Mon père, vers 70 ans, il est allumé. Puis des fois, il ne comprend pas toutes les notions, les détails de « Hey, j'ai eu tant sur ma paye, mais ils m'ont enlevé de l'impôt. » Fait que moi, mettons, il fait 2000 par paye, là, on jase. Mais lui, il pense qu'il a juste fait 2000. Non, Pat, t'as fait 3008. Bon, mais ça, c'était l'autre point de Yann Sénéchal. Oui, c'est vrai. Il dit « Le monde ne savent plus combien ils gagnent. Ils savent combien ils reçoivent. » Exactement. Puis ce qu'ils ne reçoivent pas, ils ne savent même pas comment ça a été dépensé. Sur le 1008, là, mettons que tu perds dans ta paye, là, il y a eu 900 qui est allé au gouvernement. Mais sur le 900, tu n'as pas opéré de monde. Il y a des
des frais administratifs, il y a des. On construit quelque chose. C'est pas grave, c'est 3 fois plus cher. C'est une des plus grandes crosses et une des meilleures stratégies que les gouvernements ont eues. L'impôt à la source. Ouais. C'est ça qui a fucké toute la patente. Imaginez-vous si. Ben, tu sais, c'est un peu comme. Tu sais, dans les clubs privés, il y a des clubs privés sur la terre où ce que tu vas, là, puis ça te coûte genre 5 000 $ par mois. Tu vas manger. C'est les plus grands chialeurs de la terre. Là, ils chialent parce qu'ils ne voient plus rien, mais ils chialent, mais ils ne font rien. Parce que là, ils ne payent plus à l'acte. Ils ne payent plus. Ils ont comme un montant. Chaque fois que ça arrive, là, c'est incroyable comment les gens viennent déconnecter de la valeur de l'argent. Non. Paye pour ce que tu prends. OK? Paye pour ce que ça... Et quelqu'un va venir chercher l'argent. Tu vas voir que tu vas demander des comptes, pas à peu près. Imaginez-vous si quelqu'un de la ville venait chercher 300 $ par mois en cognant. Oui, on vient pour le parc, on vient pour les poubelles, on vient pour la caduc. Vous nous devez 300 $. Tu vas dire, regarde, toi, là, tu vas avoir juste 225 parce que dans tout ce que tu as embarqué, là, tes histoires de pistes cyclables, tes patentes de train, tes ci, tes ça, je veux rien savoir. Tu vas avoir juste 200 ce mois-ci. C'est correct? Ouais, mais monsieur, vous n'avez pas le choix. Je dis que les policiers vont sortir du char. Vous nous devez 300. C'est ça qui nous manque dans notre culture. On a perdu la valeur de l'argent avec l'impôt à la source. Ces mêmes gens-là vont envoyer 1008 en impôt ou 1000 ou peu importe sur leur paye aux 2 semaines. Ils s'en rendent pas compte, ils sont pas conscients de ça, mais après ça, ils vont magasiner, faire 3 épiceries pour sauver 79 cents sur un céleri. Tu sais, c'est correct qu'ils fassent 3 épiceries pour sauver 79 cents sur le céleri, mais si tu savais comment l'argent que tu envoies au gouvernement est mal géré puis est mal dépensé, tu capoterais. Ben, si le tu es plus prêt bel à faire exemple des de ce que tu détours. dis, le plus bel exemple de ce que tu dis, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois, lui, s'en va sur la place publique puis il dit « La raison pourquoi ça coûte cher, c'est qu'il y a des salauds de boss puis d'actionnaires de métro qui se mettent des profits dans les poches. » La réalité, c'est quand tu regardes, c'est à peu près toujours 4-5 % de profits qui se mettent sur leur chiffre d'affaires, de marge bénéficiaire. C'est à peu près toujours la même affaire. Mais lui, c'est sa manière simpliste de croire. Puis il raconte ça au monde. Alors que le plus grand crosseur de l'univers, c'est le gouvernement lui-même. Excusez-moi, là, peut-être que l'épicerie... Mettons que ça me coûte 10 000 $ par année de bouffe à l'épicerie. Voulez-vous vous faire livrer 10 000 $ de bouffe par un troc? Vous allez faire un crise de saut, OK? Vous allez en avoir à sacrament. La bouffe a coûté plus cher. Mais tu en as pas mal, hein? Ben, prends le même 10 000 puis donne-les au gouvernement. Puis mendie qu'il te envoie un troc de quelque chose qu'il te donne en retour. Les ciboles. Quand le gars va ouvrir la porte du troc, là, le troc est vide. Puis tu l'auras pas tout de suite, ça peut être long. Ah, ça va être bien long avant qu'il Ça va être long, là. Mais tu comprends-tu mon image? Ben oui. Ben, oui. c'est ça, là. Ben, moi, je reviens à l'école, Jeff. C'est ton truc de bouffe, il m'intéresse, mais je sais pas trop comment te relancer là-dessus, là, mais je reviens à l'école. Tu sais, je lisais les gens hier me dire, parce qu'on a fait une belle convo sur Twitter, puis c'était le fun. 95% des discussions étaient polies dans le respect. C'est quand même rare, j'ai aimé ça, les gens n'étaient pas d'accord. Sur quel sujet? Sur le sujet de l'école publique. Moi, c'est mon plus grand malaise, là. En ce moment, c'est que les jeunes au public vont pas à l'école, puis les jeunes au privé, ils vont en ce moment. Ce matin, le privé est à l'école, le public ne l'est pas. Moi, ça me fait capoter. Puis, tu sais, les gens me disaient, c'est un choix aller au privé. C'est un choix pour bien du monde. Mais pas pour tout le monde. Je veux dire, il y a combien, c'est quoi le pourcentage de familles au public qui n'ont même pas le choix, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la capacité de réfléchir. Hey, je l'envoie-tu au collège privé? Regarde, au public, je vais te donner un exemple. Il l'envoie au public. Je vais te donner un exemple de moi. Nous autres, on a eu des années très difficiles financièrement. OK? Les gens sont au courant, c'est public un peu. Puis, on ne sait pas, j'ai faillite. Donc, puis mes enfants l'ont dit dans un podcast, dans le podcast de garage. Jamais ils se sont rendus compte de rien. On l'aura jamais. Nous, pour nous autres, d'aller à l'école anglaise et à l'école Vision, qui demandait un gros sacrifice, il y a une année, on a fait 17 000 $ de revenus. Et on est allé piger dans du vieux gagné pour s'assurer que nos enfants allaient être à l'école privée pour apprendre l'anglais. Pour nous, c'était essentiel. Pourtant, je te dis, on n'avait pas nos meilleures années. Mais ça, c'est une question de choix, là. Okay. Mais tu avais du vieux gagné, il y en a qui n'ont même pas, puis tu as pris une bonne décision. Je t'enlève rien, Jeff. Mais je veux dire, il y en a qui n'ont pas de vieux gagné, puis qui n'ont même pas cette option-là. Je veux dire, moi, je viens d'Hochelaga, j'ai aucun ami de jeunesse qui est allé au privé. Zéro. Les familles n'avaient pas tout le choix, là.
Puis c'est correct, t'as pris une bonne décision, puis je suis en train de regretter la mienne. On en jase, puis on est tout seul à le faire. By the way, oh non, c'est vrai, on est en ligne. Mais c'est pas tout le monde qui a le choix. Podcast de marde, c'est de garage. Podcast de sous-sol. Tout croche, de gars. Regarde. Mais c'est pas tout le monde qui a le choix d'aller au privé. Juste que les gens réalisent des fois le privilège qu'ils ont. Ils ont le droit d'avoir un privilège, c'est correct. Même tant mieux si les gens sont privilégiés. Mais j'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui ont oublié leur statut de privilégié, leur régop, leur assurance, leur sécurité d'emploi. J'en ai jamais eu. Moi, puis je suis bien correct avec ça. Mais vous avez quelque chose que j'ai pas. Puis tant mieux pour vous autres. Réalisez-le, s'il vous plaît. C'est insultant. Après ça, des ententes. C'est juste ça. Réalisez le privilège que vous avez. Ah oui, exact. Mais, comme tu dis, mais regarde, moi, mes parents l'ont fait un peu. Mes parents venaient d'avoir des... Mon père m'avait dit, l'école publique, j'étais dans une école publique, c'est Charles-Gravel, c'est la pire école au Québec. Il en parlait au téléjournal une fois par année. OK? Puis mon père enseignait là. Puis il avait dit, c'est sûr que toi, comme t'es, je vois toi en train de dealer des affaires avec toi. Puis ça me tente pas, donc je vais t'envoyer à l'école publique. Mais on n'avait pas le moyen zéro. On avait un char avec des trous dans le... Notre voiture avait des trous dans le plancher. Là. OK? On mangeait du steak avec un marteau, là, pour être sûr que quand on mangeait un peu de bœuf, là, il s'était fait soigner pas mal parce que du steak de qualité, on ne pouvait pas en avoir. Là. Mais il avait trouvé l'argent pour qu'on y aille. Tu sais, moi, les 2 années que je te parle, là, à un moment donné, le toaster a brisé. Puis je suis arrivé au Maxi et compagnie, puis j'ai vu un toaster beaucoup plus cher que je pensais. Je me dis, oh, Chris, les toasters sont donc bien chers. J'ai jamais devant le toaster, j'ai appelé ma blonde. J'ai dit, on a-tu besoin d'avoir un toaster? C'est une patente à 49$. Là. Mais j'avais pas le moyen. Mais mes enfants allaient à l'école. Tu sais, je veux dire, ça, là, ça dépend des priorités de tous et chacun. Moi, j'ai jamais eu de char à prix de fou. Tu sais, on n'en a pas, là. Là, on s'est excité pour la première fois, ben encore, là, pas une grosse affaire. Mais moi, personnellement, j'en ai pas. J'ai pas besoin d'avoir... Il y a bien des affaires qu'on n'a pas besoin. Mais ça dépend de tous et chacun. Il y en a qui aiment mieux faire 3 voyages au Mexique par année qu'envoyer leurs enfants à l'école privée. Moi, je connais des parents qui aimaient mieux que leurs enfants ne fassent pas de sport pour aller en voyage. Parce qu'ils se sont dit, s'ils font du sport et ils deviennent bons, ils vont être... ça va coûter cher. Ouais. Donc, ça, moi, j'ai vu ça tout le temps. Mais ça... Puis moi, je juge pas, là. Je veux dire, tout le monde est... Mais arrêtez de penser que tout le monde qui envoie leurs enfants à l'école privée, c'est tous des millionnaires. Là. Non, mais arrêtez de penser aussi qu'envoyer un enfant à l'école privée, tout le monde y a accès. C'est pas vrai non plus. Au final, les gens, c'est des gens qui prennent des choix. Il y en a qui n'ont même pas de choix à faire. Il y en a qui sont tellement en plein d'argent qu'ils en vont au privé puis ils réfléchissent même pas une seconde. C'est ça. Il y en a qui font des choix, il y en a qui font des sacrifices, etc. Mais au final, ce matin, on est rendu ce midi, là. Il y a plus de jeunes défavorisés qui ont des difficultés d'apprentissage les plus problématiques dans notre système. Ils sont plus nombreux à être chez eux, à gamer puis à rien faire ou à se pogner avec des parents malaisants. Puis il y a plus d'enfants fortunés ou mieux nantis qui sont à l'école à continuer d'apprendre puis à aller plus vite que les autres. Ça, c'est un fait. Il y a des exceptions, mais en moyenne, en médiane, c'est ça la réalité. Puis moi, je te pose la question pour finir. On fera du sport sur Prime pour poursuivre quelques minutes, mais je te pose la question. Là. Tu sais, je veux dire, on veut que tout le monde gagne plus, mais comme on dit, la réalité, c'est que l'argent est dur à gagner. Tu es en business, tu le sais. Oui. Surtout en ce moment. Si mettons, on dit oui à tout le monde, puis qu'on leur donne ce qu'ils veulent, quand ça va finir, le paiement récurrent, quand ça va finir le contrat, on va être rendu à 12 milliards de plus de dépenses juste pour payer l'augmentation par année. Puis, question? On fait comment? On fait comment? Puis les gens ne réalisent pas que c'est leur argent. Les gens ne réalisent pas que c'est le bas de laine québécois, que c'est leur argent, le 1008 que mon père y envoie en impôt ou n'importe quoi. Les gens ne font pas le lien que le money, l'argent pour payer les profs, les enseignants, les TES, etc., les infirmières, puis il faut les payer. Là. Mais il faut réaliser que c'est notre capacité de payer à nous autres. Puis s'il y a ça, le monde, ils ne sont pas capables de comprendre, incluant des gens supposément de droite. Mais vu qu'ils ont une femme ou une fille ou un gars dans le système de... Et je ne sais pas pourquoi, ils viennent étatistes quasiment sur le champ. Ils sont nombreux. Les gens deviennent individuels dans certaines situations que si
il n'y avait rien qui les touchait dans cette situation-là. Il y aurait une opinion X, mais s'ils sont touchés, si leur nombril, leur portefeuille est touché, ben ils deviennent avoir une opinion Y. C'est la nature humaine. C'est comme ça. Mais pourquoi moi, j'ai pas changé? Parce que toi, tu as été restaurateur. Mon fils, il est prof. Toi, tu Mon sais fils, il a pas de comment job, c'est là. dur de ramasser 100 000 de chiffre d'affaires. Tu sais comment c'est dur. Tu sais combien de pizzas ça prend pour ramasser 100 000. Puis tu as sûrement eu des mois très tough dans ta vie d'entrepreneur. Fait que ça te forge une capacité de réflexion Il y a eu des différente. trous, là. Il y a eu des trous, là, sur 46 ans. Ben oui. Mais moi, j'ai pas changé, là. Puis mon fils, il n'a pas de travail, là. Il gagne rien. Mais ton fils a été élevé par toi. C'est ça. Il a été élevé avec tes valeurs. Il sait c'est quoi gagner $1. Il y en a que c'est un dollar virtuel. C'est comme ça vient. Faut saigner les riches, qui n'existent pas. Faut saigner les grandes compagnies, qui n'existent pas. Faut rajouter telle taxe. Oui, mais là, arrêtez les taxes. Hein. Mais c'est la création de richesse, Jeff. Les gens, tu sais, toi, tu crées une certaine richesse avec ton podcast. Je crée une richesse avec le. On crée quelque chose. Oui, mais le gouvernement et tout ce qui est alentour du gouvernement ne crée pas de richesse. Il crée des pauvres. Et il crée des classes sociales. Il redistribue l'argent en gardant un pizzo. C'est ça. Hey. Plus de Max Strowman sur le Prime, encore pour plusieurs minutes, j'imagine, parce qu'on n'a pas parlé de sport encore. On le fait. Puis pour le live, on s'en reparle. Si, hein? 100% Pirate Pirate Radio. Pirate. RadioPirate.com.